Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'À travers champs. Une nouvelle fois, MRG est en direct du Salon international de l'agriculture. Pendant 9 jours, vous allez pouvoir vous régaler en découvrant les spécialités gastronomiques de nos belles régions de France. La première à l'honneur est une région chère à notre patron, Benjamin Poulain. Je vous emmène dans un endroit réputé pour sa viande charolaise, ses volailles et ses fromages, et aussi également ses escargots. Je parle évidemment de la Bourgogne-Franche-Comté. Et ensuite, je vous emmène totalement de l'autre côté de la France, à l'ouest, en Nouvelle-Aquitaine, terre de mes deux passions, le rugby et le foot. La région est aussi réputée pour ses excellents vins et son foie gras. J'ai hâte de déguster tout ça. Et puis, l'équipe d'À travers champs vous fait visiter les allées de ce 59e salon, comme si vous y étiez. Notre envoyé spécial Dimitri Hainaut, accompagné de Flavian Bonneau, va tout goûter, tout tester et faire également les activités pour vous divertir et vous faire découvrir ce grand événement annuel. Et à 11h50, j'aurai le plaisir d'accueillir un invité qui a un métier un peu particulier. Il est influenceur food et a presque quand même 180 000 abonnés sur son compte Instagram. Le pari d'Alexis et 65 000 sur TikTok. Alexis Thiebaud vient se livrer dans À travers champs sur sa vie et nous dira tout simplement comment il fait pour vivre de ses passions, la nourriture et les bons restos. Je crois que vous savez tout ce qui vous attend pendant 1h30. On est ensemble jusqu'à 12h20 à peu près. C'est parti pour ce premier épisode d'À travers champs. Pour réagir à l'émission, vous avez un seul hashtag à saisir, c'est le hashtag À travers champs sur tous les réseaux sociaux d'MRG. Et pour démarrer justement cette émission, je suis avec Axel Rebaud. Bonjour Axel. Bonjour Raphaël. L'édition 2022 du Salon de l'Agriculture était la toute première depuis la fin du Covid et ça a été une réussite avec plus de 500 000 visiteurs. Vous retracez pour nous, Axel, cette 58e édition du Salon international de l'agriculture. Et avec 500 000 visiteurs, dont près de 33 000 professionnels du milieu agricole, le rendez-vous était attendu au tournant. On se rappelle de l'année 2021 où l'événement avait tout bonnement été annulé pour cause de crise sanitaire. 2022, c'était donc l'édition des retrouvailles très importantes, d'autant que certains participants réalisent pas moins de 25% de leur chiffre d'affaires rien qu'au salon. Plus de 1000 exposants sont donc montés à la capitale pour présenter leurs produits et leurs bêtes. Ces dernières étaient d'ailleurs très nombreuses. Près de 4000 animaux étaient présents au salon en 2022 pour le plus grand plaisir des visiteurs, dont Neige, la vache égérie de l'année 2022. Mais 2022, c'est aussi un salon de l'agriculture qui fut marqué tout du long par la guerre. Le 24 février 2022, on s'en souvient, soit 2 jours avant le début du salon, la Russie envahissait l'Ukraine. Ces deux pays, parmi les principaux producteurs alimentaires au monde, notamment de céréales, ont alors mis sur la table de nos politiciens un autre sujet, celui de la souveraineté alimentaire. Un sujet, Axel, sur lequel ont pu s'exprimer tous les candidats à la présidentielle. Et oui, souvenez-vous, février 2022, nous sommes alors qu'à 3 mois de l'élection présidentielle. Chaque candidat y va donc de sa proposition pour protéger notre modèle agricole, nos producteurs et notre souveraineté alimentaire. Blocage du prix des céréales, mise en place d'un bouclier tarifaire à l'échelle européenne. Un an plus tard, les effets de la guerre se font ressentir pour les agriculteurs, tant sur le coût de l'énergie que sur le pouvoir d'achat des Français. Une chose est sûre, si on espère les visiteurs tout aussi nombreux au salon cette année, plus que des propositions, les Français attendent cette année des solutions. Merci beaucoup pour ce récapitulatif, Axel Rebaud. Adrien Hardy nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Adrien. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Tout de suite, c'est une nouvelle séquence dans À travers champs et nous sommes accompagnés de Delphine Gay. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Delphine. Messieurs, c'est très simple. Je vais vous expliquer. Vous devez deviner en gros qui est Delphine et ce qu'elle fait dans la vie. Vous avez un seul indice, un seul, hein, vraiment. C'est une personne marquante de ce 59e salon de l'agriculture. Vous avez 3-4 minutes pour deviner qui est cette personne en lui posant des questions. Allez-y, on y va très rapidement. Adrien, vous y allez. Allez-y, Axel. Est-ce que votre Adrien. métier a un rapport avec la nourriture? Tout à fait. D'accord. Est-ce que vous travaillez auprès d'animaux? Alors, pas directement. Pas directement, d'accord. Pas directement. Plutôt de légumes, fruits, plantations? Toute espèce végétale confondue. Dernière question, Axel. Choisissez bien. Est-ce que vous possédez votre propre exploitation? Non. Dernière question, Adrien. Est-ce que vous ne procédez pas à votre propre exploitation? C'est un autre rapport avec les plantations? Exactement.
D'accord, bah, je vais vous dire la réponse, messieurs. ça ira plus Delphine vite. est tout simplement. Vous aimez bien le jeu, hein? Ah, j'aimais bien, j'aurais pu continuer longtemps, c'est dommage, parce qu'on les voyait tourner. Fallait- Il y avait quand même un qui était un peu plus fort que l'autre. Ouais, ouais, il y en a un qui Yes. savait. Donc Ouais, voilà. il s'accrochait un peu là. Pour vous expliquer, Delphine est directrice de la communication, des affaires publiques et de l'engagement sociétal de Yara France. Et vous êtes très importante pour nous parce que tout simplement, notre plateau est sur votre stand. Donc merci beaucoup. C'est pour ça, De- d'accord. Donc je fais C'est notre partie. propriétaire. D'accord, C'est très ça, bien. donc je suis la personnalité importante du salon, bravo. Ah oui, bah vraiment, je vous assure. Donc vous travaillez pour Yara. Tout à Si fait. je dois expliquer, vous êtes un peu les grands méchants parce que vous faites de l'engrais. Alors non, on n'est pas les grands méchants, on est au contraire un partenaire clé de nos agriculteurs et surtout de notre alimentation. Parce que savez-vous qu'aujourd'hui, 50% de la production alimentaire mondiale est réalisée grâce à l'utilisation d'engrais. Donc c'est pour cette raison que nous sommes au salon, pour expliquer nos métiers, nos produits qui aujourd'hui se décarbonent totalement, ce qui va rapidement influencer toute la filière agroalimentaire. Et donc c'est vraiment une des inventions qui a révolutionné l'humanité, les engrais. Delphine, pourquoi c'est important pour Yara d'être présent au salon de l'agriculture? Parce que nous sommes un acteur clé justement de la souveraineté alimentaire française. Nous avons 3 sites de production en France, 3 sites qui sont des sites de production Céveso seuil haut. Donc je comprends votre question, ça peut surprendre, ça peut faire peur. Donc on a décidé d'être présent pour expliquer ces modes de production, nos usines, nos sites. D'ailleurs, vous avez une belle maquette ici. Notre directeur de notre site de Bordeaux qui est là pour expliquer. Donc il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer et on est là aux côtés de nos partenaires, c'est-à-dire les agriculteurs qui chaque jour, de par l'utilisation de nos produits, en fait, ce sont des vrais partenaires pour avoir aujourd'hui une agriculture d'excellence grâce à une industrie de pointe en France. Et donc, aujourd'hui, ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que les engrais, c'est en train de devenir un matériau responsable par rapport à l'environnement. Exactement, tout à fait. Aujourd'hui, nos engrais, alors je vais pas vous faire un cours de chimie, Bah, on a un peu de temps, donc allez-y. alors un petit cours. Voilà. Donc en fait, les engrais minéraux azotés, qui sont aujourd'hui indispensables pour nous, pour les plantes. Donc les plantes, comme nous ne captons pas l'azote de l'air, on en respire, c'est à peu près 80% de Oui. ce que nous respirons. Donc l'idée, c'est de capter cet azote, N, et de l'associer à de l'hydrogène pour former de l'ammoniac, qui sera la molécule qui derrière va servir à produire ces engrais. Et donc jusqu'à présent, on utilisait l'hydrogène du gaz, d'où cette forte dépendance au gaz, et on avait vu l'impact l'année dernière. Aujourd'hui, on est à la capacité d'utiliser l'hydrogène de l'eau. H2O, vous vous D'accord. rappelez? Donc Ok, on va ça, oui. associer l'hydrogène de l'eau à l'azote de l'air, ce qui fait que quand vous cassez la molécule d'eau H2O, vous dégagez quoi? Il reste quoi? De l'air. J'ai Non, pas bah, tout suivi. Il reste de l'oxygène. Alors qu'auparavant, quand on prenait le méthane, il restait du carbone. Donc c'est de cette manière qu'on va totalement décarboner ces engrais pour nos agriculteurs et surtout pour notre alimentation. Et vous, personnellement, c'est votre premier salon, non? Parce qu'on s'est vu déjà l'année dernière. Combien de temps ça fait que vous venez sur le Ça salon? doit être mon 25e salon. 25e. Ouais. D'accord. 25e salon, Ok. oui, parce qu'en effet, avant j'étais dans les semences, dans les produits de protection des plantes, et aujourd'hui dans les engrais, vraiment les 3 atouts que la France maîtrise pour nous permettre d'avoir une alimentation riche, toujours plus durable, avec des agriculteurs extrêmement innovants dans leurs pratiques. Et vous, personnellement, chaque année, c'est un plaisir de revenir ici. Chaque salon est différent, même sur les Chaque salon est 25e. différent. L'année dernière, comme vous l'avez dit, c'était un salon un peu particulier. Non, c'est vraiment très agréable de vous retrouver, vous. Oui, bah, c'est le De plaisir est pouvoir partagé. échanger avec bien sûr les médias, les élus, nos partenaires, puis surtout le grand public qui est vraiment désireux et soucieux de connaître davantage d'où provient cette alimentation made in France. Justement, au final, Delphine, expliquez-moi comment vous allez aller expliquer à des gens comme vous le faites à nous, qui on connaît pas forcément, on n'a rien à voir avec l'agriculture, comment vous allez essayer de les sensibiliser et leur faire comprendre que justement les engrais sont en train de changer. Alors, comment? On a décidé d'une grande première en France d'ouvrir nos sites. D'accord. C'est-à-dire que le grand public va avoir la possibilité, une fois par an, de venir à nos journées portes ouvertes où tous les collaborateurs de Yara présentent leurs métiers extrêmement variés de ces usines. Ces usines, alors c'est à Bordeaux, c'est à Saint-Nazaire, Montoire de Bretagne et au Havre, justement pour pouvoir avoir un lien direct. Le visiteur, il peut directement poser sa question aux collaborateurs, mais également aux agriculteurs qui nous accompagnent. Donc vous avez des agriculteurs aussi qui viennent expliquer pourquoi
comment ils utilisent ces engrais, la meilleure dose d'engrais au bon moment pour justement faire en sorte que les plantes soient bien nourries. Et ça, vous l'avez déjà fait ou... Oui. Oui, et Alors, ça marche bien. On l'a fait pour la première fois au mois de juin l'année dernière. Ça a été une vraie réussite, Et vraiment. depuis, tout va très bien. Écoutez, on reproduira ça cette année au mois de juin, pendant la Journée nationale de l'agriculture. Parfait, merci beaucoup Merci à vous. Delphine d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un très bon salon et normalement on devrait se recroiser si tout se passe bien. Merci messieurs Merci. d'avoir joué. Vous n'avez pas été trop bon, mais quand Si, même moi, oui. On sera meilleur demain. vous vous améliorerez. Dans un instant, nous allons découvrir les spécialités culinaires de la première région que nous mettons à l'honneur, la Bourgogne-Franche-Comté. Tout de suite, on retrouve notre envoyé spécial car oui, si vous n'êtes pas à Paris, ce n'est pas un problème. Nous promenons pour vous faire vivre ce salon de l'agriculture comme si vous y étiez. Et aujourd'hui, c'est Dimitri Hainaut et Flavien Bonneau qui se baladent. Bonjour Dimitri, qu'est-ce que vous nous faites découvrir tout de suite? Bonjour Raphaël. Alors aujourd'hui, on fait un peu la tradition du premier duplex. On fait d'abord l'arrivée, le premier jour, premier duplex. On est tous en train de s'installer gentiment. Et du coup, on vous propose de découvrir un peu ces grandes allées qui sont en train de se remplir petit à petit devant donc ces panneaux Salon international de l'agriculture pour cette 59e édition du Salon international. Ça commence à se remplir, c'est les premières journées, il y a du monde. On rappelle quand même que l'année dernière, il y a eu un peu plus de 480 000 personnes qui sont venues au Salon de l'agriculture à Porte de Versailles, à Paris. On espère que cette année, ça va encore augmenter. Il y a des nouveautés, il y a pas mal de choses qu'on va vous faire découvrir tout au long de cette semaine d'émission. Vous allez découvrir pas mal de choses. On va évidemment, vous me connaissez, parler de produits, on va les tester, on va pouvoir goûter. On va pouvoir un peu profiter de notre liberté et d'aller tester un peu tout ça pendant que vous êtes enfermés sur le plateau. Désolé, je sais que vous êtes jaloux, Raphaël. Donc du coup, voilà, il y a pas mal de monde qui est en train d'arriver. On a déjà rencontré pas mal de groupes très jeunes, puisque bon, premier samedi, forcément, les gens se lâchent. Donc il y a pas mal de monde qui vient. On nous a demandé de prendre des photos déjà dans les allées du salon. On va finir avec pas mal de potes, je pense, pour cette édition du Salon de l'agriculture. On est pile en plein milieu. On est entre le pavillon des régions, le pavillon Outre-mer et le pavillon où nous sommes avec le plateau MRG TV Agri. Donc là, c'est vraiment la croisée des chemins où il y a beaucoup de monde. Attention, un peu frisqué quand même. Faut se méfier. Dimitri, vous êtes actuellement donc avec Flavien Bonneau qui est derrière la caméra. C'est son premier salon de l'agriculture. Est-ce que pour le moment ça va? Il s'adapte bien? Il a froid, mais il s'adapte très bien. La timidité ne fait pas partie de ses objectifs. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. On va très bien s'en sortir et je vais en prendre soin. On va le former. Il va être apte au service. Vous inquiétez pas là-dessus. Dimitri, vous avez beaucoup d'expérience. Vous, c'est pas votre premier salon. On le voit sur vos images. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de monde que ça derrière vous. Est-ce que c'est une première journée plutôt calme pour ce 59e salon de l'agriculture? Alors, les premières journées sont généralement calmes. Les gens ne viennent pas à l'ouverture toujours le premier jour. Généralement, c'est surtout le deuxième week-end et le mercredi au milieu de la semaine qui est très, très, très chargé. Là, pour une première journée, c'est très calme. Après, il fait un peu frisqué. Il y a quand même des années où il fait plus chaud et là, il y a forcément plus de monde. Donc là, on voit des gens avec des manteaux, avec des gros pulls. Donc c'est normal. Mais je pense qu'au fur et à mesure de la journée, si le temps reste aussi beau, comme par hasard, on dit ça, le soleil arrive. Si le temps reste aussi clément, je pense que la journée va être assez remplie. Va y avoir beaucoup de monde, clairement. Vous avez préparé le cardio pour faire le tour du salon parce qu'il y a quand même pas mal de bornes à couvrir. Oui, on est prêt. Alors, je crois que vous m'avez répondu oui, je l'espère. En tout cas, Dimitri, merci beaucoup. Et maintenant, si je vous dis Montbéliard, Poligny, Dole, Saint-Claude, Dijon ou encore Bonne, Dijon, c'est mieux comme ça. C'est la Bourgogne, Franche-Comté. Vous la connaissez pour son célèbre bœuf bourguignon, ses œufs meurettes ou encore son filet de cendre. Axel Rebaud, vous nous présentez cette magnifique région pour ceux qui ne la connaîtraient pas très bien. Et oui, on commence ce salon de l'agriculture avec un mastodonte de l'efficacité. Ce qui, par chez moi, est une jolie manière de dire que c'est une région de bons feignants. Parce que oui, qui dit Bourgogne-Franche-Comté dit l'incontournable bœuf bourguignon. Vous le connaissez, vous l'adorez, moi le premier. C'est le plat dont on dit qu'il est toujours meilleur le lendemain. Et donc, en fait, généralement, on fait une grosse plâtrée pour tout un régiment. Et le plat dure tout simplement 18 repas. Donc, je vous l'avais dit, on cherche l'efficacité en Bourgogne-Franche-Comté. Le bœuf bourguignon qu'on pimente avec une bonne moutarde de Dijon parce que si ça arrache pas le palais, c'est pas la peine. Moi j'aime bien ça. On peut aussi relever le tout avec un bon vin lors de la cuisson
et en Bourgogne-Franche-Comté, des bons vins. Et ben on sait en faire. On a l'habile Chablis, le notoire Pinot Noir, ou encore le Chardonnay. Et bien sûr, cette région nous a donné ce breuvage qui permet aux jeunes parisiennes de demander de ce fameux ton désinvolte. Je vais vous prendre un kir, s'il vous plaît. Vous la faites très bien. Vous avez Vous vu, faites hein. très bien la Je l'ai parisienne. côtoyé beaucoup. Donc c'est parfait, on a de quoi se péter le foie, en toute modération, bien Évidemment. entendu. Mais qu'en est-il du gosier, vous allez me demander? N'ayez crainte, répond la Bourgogne-Franche-Comté. Ai-je seulement besoin de vous présenter le fameux Mont d'Or, Raphaël? Ce Non, fromage bien du sûr que Jura qu'on va laisser fondre avant d'y tremper. Bon, un peu tout ce qui nous passe par la main, hein. Du pain, des patates, un peu de charcuterie à côté et un bon verre de blanc. S'il était tombé dedans quand il était petit, je pense que même Obélix aurait développé du cholestérol. Vous êtes prêts après pour un bon lavage du four et de l'estomac, mais qu'est-ce que ça en vaut la peine, sérieusement, le Mont d'Or. Donc dépêchez-vous, il reste moins d'un mois d'hiver pour profiter de ce fameux plat aux 1001 calories, Raphaël. Merci Axel Rebaud. Et c'est le moment de se mettre à table dans À travers champs. Mathilde Coulière-Flornois. J'ai bien réussi cette année à dire enfin votre nom. Bonjour Mathilde. Bonjour Raphaël. Vous nous faites découvrir une spécialité de la région. Je les vois sur la table. On n'a pas l'habitude, honnêtement. Enfin, moi, j'en ai pas l'habitude. Ce sont des escargots, Mathilde. Oui, tout à fait. Donc, je suis en présence de Dominique, qui donc est héliciculteur. Donc, ça veut dire qu'il s'occupe donc de tout ce qui est escargot. Et il a apporté donc des escargots faits par vos propres moyens. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne l'élevage d'escargots. Alors, en élevage, on élève du gris. Donc déjà, c'est pas de l'escargot la race escargot de Bourgogne, puisque la race escargot de Bourgogne n'est pas du tout adaptée à l'élevage. Il faut beaucoup trop longtemps pour avoir un escargot. En élevage, on met du gris, donc, qui craint le gel. Donc l'élevage commence après les dernières gelées, au mois de mai. Et au mois de septembre, on va ramasser des escargots qui sont commercialisables, donc qui ont une grosse taille. Et vous en avez combien sur votre exploitation? Alors l'année dernière, ça dépend, selon les années, on augmente, on diminue en fonction de la commercialisation, mais l'année dernière, on a lâché 1 800 000 escargots dans nos parcs. Ah oui. Ouais, C'est on a énorme. le cheptel le plus important de la Bourgogne-Franche-Comté, je crois. Oui, bah, je vous crois. Et donc, comment on arrive ensuite à la préparation des escargots? Comment on fait? Alors on ramasse les escargots, ceux qui ont l'habitude, qu'ont vu faire leurs grands-parents notamment, on les laisse jeûner 4-5 jours, ensuite on les fait dégorger, ou pas, il y a des techniques, et puis on les ébouillante parce que malheureusement il faut qu'ils finissent à un moment ou à un autre, et donc on les ébouillante, on les décoquille, on bouillonne les chairs, donc on cuisine les chairs, ensuite on rencoquille, soit dans des vraies coquilles, soit dans des gaufrettes comme celle-là, et ensuite la farce par-dessus, un coup au four. La Et farce, c'est prêt. beurre, ail. Je vous c'est laisse ça poser Alors, vos questions, Mathilde. Moi, je vais Beurre, goûter. Allez-y, hein. goûtez, recette goûtez. traditionnelle, Ça. beurre, ail, persil, Faut pas manger échalote, la- sel, poivre. Faut pas manger jusqu'à. Faut pas manger la. Ah non, Si, c'est si, pas c'est une la coquille. gaufrette, Ok, on peut ça tout va. manger. Très bien. Si, si, ah bah sinon Super. après, les dents auraient déjà prévenu. C'est délicieux. La gaufrette est très bonne aussi. On sent bien. Par contre, on sent bien l'ail. On sent bien l'ail. Ouais. C'est ça. Bah après, il faut éviter les rendez-vous intimes. On attend Bon, j'ai pas combien de prévu. temps On attend, enfin, que l'escargot, il ait quel âge entre guillemets pour Alors, pouvoir, En élevage, 5 mois. 5 mois, d'accord. Entre le moment où il est né et le moment où il va être cuisiné, il faut lui laisser 5 mois de croissance. Et dans votre exploitation, j'ai vu que vous aviez lancé un distributeur d'escargots dans votre région. Alors Est-ce oui, que vous pouvez nous expliquer ça? ça fait 3 ans qu'on a installé un distributeur automatique parce que en fait, héliciculteur, c'est élevé, transformé, commercialisé. Donc on est souvent absent du lieu de production et souvent des gens m'appelaient et ils voulaient acheter des escargots, mais j'étais sur le marché ou j'étais sur une foire. Et du coup, on s'est dit, si les gens viennent pendant qu'on n'est pas là, c'est dommage de ne pas pouvoir leur vendre. Et la solution du distributeur automatique s'est imposée et on le regrette absolument pas puisque dès qu'on l'a installé, il a très largement remboursé ce qu'il avait coûté. Mais alors, comment ça fonctionne? Ça veut dire que vous venez tous les jours remplir ce distributeur, c'est ça? Alors le distributeur est sur l'exploitation. Donc D'accord. de toute façon, on n'a pas besoin D'aller de très faire loin. trop de distance. Et il y a des casiers. Et quand on commercialise nos escargots, on les emballe sous vide. Donc on a 3 semaines de DLC. On remplit nos casiers avec les escargots. Et puis en règle générale, si au bout de 15 jours c'est pas vendu, on fait des rotations. Mais ça nous arrive rarement de faire des rotations. En règle générale, ça part. Je veux bien goûter, moi, parce Bien que... sûr. Allez-y, regardez. Vous allez voir, on sent vraiment très, on sent l'ail, mais c'est très bon. Honnêtement, c'est délicieux. Donc voilà, on va voir le retour. Le retour de Mathilde. Ouais, Ça va c'est délicieux. Alors attendez, je vais vous laisser finir de manger.
Oui, bah, je vais en reprendre, oui, bientôt, mais juste je vais laisser Mathilde, C'est allez-y. vrai que c'est étonnant, dans la petite gaufrette, en fait, ça change de... Ça change complètement. Ouais, Oui, ça apporte le côté croustillant. c'est ça. Et puis c'est vrai que la gaufrette absorbe aussi un petit peu le beurre. Hein. Donc là, il n'y a pas besoin de saucer, mais le beurre va directement sur les hanches, quoi. J'espère pas. Bon, faudra faire de l'exercice. Et est-ce que justement c'est plus simple au salon de les présenter comme ça pour les manger Oui. rapidement? Alors, d'habitude, on propose les deux formules, soit en coquille, soit en gaufrette. Et puis, le temps d'expliquer la différence, on perd énormément de temps. Donc, cette année, on a mis que de la gaufrette. En plus, la gaufrette, dedans, on met des escargots plutôt moyens et pas des gros. Et comme vous le savez, l'année dernière, l'été a été particulièrement chaud. La canicule a fait que nos escargots n'ont pas profité autant que ce qu'ils auraient dû. Et on a eu une récolte en calibre relativement inférieure par rapport aux autres années. Donc cette année, on a privilégié la gaufrette qui nous permet de mieux valoriser ces petits escargots. Alors, ce que vous nous dites, c'est que voilà, le changement climatique, clairement, il vous impacte assez fortement. Donc aussi le fait que cet hiver, ce soit un hiver très chaud au final, est-ce que c'est une préoccupation pour vous? Alors moi, pour la partie élevage, l'hiver chaud, enfin ça me dérange parce que il y a des nuisibles dans nos parcs, notamment on a la limace qui est concurrente de l'escargot, et si l'hiver est doux, bah, les limaces survivent et d'année en année on en a de plus en plus. On préfère un hiver bien froid où tous les animaux parasites, on va dire, sont détruits par le froid pour repartir de plus belle. Ce qui nous inquiète surtout cette année, c'est le manque d'eau, parce que l'escargot, il a besoin de beaucoup d'eau. Il a besoin d'une régularité d'arrosage, et s'il y a trop de restrictions d'eau, on peut être amené à diminuer cet arrosage et donc à moins stimuler les escargots et ils vont moins grossir. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Mathilde, on retrouve vos beaux produits, notamment les escargots dans le pavillon des régions. Pour tout simplement aller les déguster, allez vous régaler, allez justement dans ce pavillon. Tout de suite, retrouvons Dimitri Hainaut et Flavien Bonneau qui se baladent un peu partout dans les allées de... Exactement, on peut bien le reconnaître aux couleurs, on est en plein cœur de la Bourgogne-Franche-Comté, en plein dans la région, avec tous les différents produits que l'on peut venir goûter. Alors désolé, il n'y a pas les escargots, vous les avez eu sur le plateau. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ça marche toujours pas? Si, peut-être? Parfait. Du coup, exactement, Bourgogne-Franche-Comté, on est en plein cœur de la région avec tous les produits que vous avez déjà pu goûter sur votre stand, avec les jolis escargots, je pense que vous avez aimé, Raphaël. On est entouré, je le sais, on est entouré de plein de produits très très sympathiques, typiques de la région. On peut voir, on a du vin, évidemment, à consommer avec modération. On a encore d'autres vins derrière à consommer avec modération. On a des bières à consommer avec modération encore et toujours. Et puis là, j'ai pensé à vous, Raphaël, parce que avec vos petites jambes, vous êtes très souvent fatigué et en fin de journée, vous avez envie de vous asseoir. C'est possible. Vous pouvez vous installer ici. Plutôt que de vous accouder et d'essayer de vous détendre les jambes en restant debout, en profitant de votre verre, vous pouvez venir ici. Et en plus de pouvoir prendre un petit verre, vous avez aussi un bar à fromage. Et là, hop là, il n'y a pas de souci. Et du coup, on n'est pas passé loin de la poussette aussi, attention. Du coup, je disais, il y a aussi un bar à fromage. Donc vous pouvez, en plus de prendre un petit verre, profiter en mangeant un petit fromage. Vraiment, on est dans le meilleur pavillon du monde, pavillon des régions. Donc là, c'est plaisir. D'accord, écoutez, Dimitri, continuez un peu de nous faire voyager dans ce pavillon, parce que pour tout vous expliquer, nous on est en plateau et vous, petit Vénard, vous pouvez vous déplacer. Donc continuez un peu à bouger un peu partout, quoi. Montrez-nous comment ça se passe dans ce beau pavillon et goûtez surtout, Dimitri. Faites vivre vos émotions. Écoutez, là, il y a Flavien qui est en train de découvrir les joies du pavillon de France, c'est-à-dire qu'il faut zigzaguer, essayer de se frayer un petit chemin entre les gens pour pouvoir profiter. Donc là, comme je vous disais, bar à vin, bar à fromage, pour ceux qui veulent profiter d'un petit verre, qui peuvent prendre leur temps, il n'y a pas de souci. Derrière, on a nos vins et les bières. Et attendez, je crois bien que ça ressemble à un petit bar à escargot, ça. Vous voulez que je vous en ramène, Raphaël, ou vous avez déjà assez de stock? Moi, franchement, je suis plutôt partant. Est-ce qu'on peut passer commande? Comment est-ce qu'on passe commande avec vous, Dimitri? Expliquez-moi. Alors, j'ai très très mal entendu ce que vous venez de me dire, donc c'est parfait. Comment je peux passer commande pour que vous me rameniez un ou deux produits?
J'ai toujours pas entendu. D'accord, donc on va réussir. En gros, continuez à vous balader, mais si jamais vous voyez des bons produits, ramenez-les-moi, Dimitri. Alors, les produits qu'on va essayer aujourd'hui, de toute façon, ça va être, je pense, principalement du vin, parce que nous, on a le droit et pas vous. Même si, évidemment, il faut faire attention. Je pense que Flavien, on va le pervertir, on va le faire découvrir les joies du salon d'agriculture. On va faire les choses bien. Et si vous êtes gentil, Raphaël, je vous ramènerai peut-être une petite chose. Une petite chose, d'accord. Non, mais après, vous savez, Flavien, on dirait pas comme ça. On va le voir bientôt à l'image. Flavien, il est costaud dans la tête et je pense que, franchement, il va vous résister, Dimitri. On va rester avec vous, tout simplement. En fait, on va continuer de se balader parce que, mine de rien, c'est une exclusivité qu'on a sur MRG. On peut se balader comme ça. Il y a une connexion quand même plutôt bonne. Si vous m'entendez toujours, on est bon. D'accord. J'aime beaucoup parler avec vous, Dimitri. On est arrivé à ce stade-là dans nos discussions. Continuez, montrez-nous en fait tout simplement, puis à quoi ça ressemble, et puis au pire, même si vous voulez sortir de la Bourgogne-Franche-Comté, vous savez quoi, Dimitri, vous pouvez le faire, allez-y. Allez, on va continuer. Je vais faire une petite échappade. Je vais pas prendre d'escargot parce que désolé, moi ça passe pas. On continue de se balader du coup en Bourgogne. On peut voir, hop là, j'ai failli tomber. Que du coup, juste à côté, on est en Saône-et-Loire, mais ça nous intéressera dans d'autres jours, puisque nous avons encore d'autres émissions avec d'autres. Attention, il y a un enfant derrière toi, puisqu'il y a d'autres thèmes dans d'autres émissions, on parlera d'autres régions de France, parce que nous sommes là toute la semaine, on vous le rappelle, donc il y a quand même pas mal de choses à tester et de bons produits à goûter. On va aller faire un petit tour par là. Allez, on teste les capacités cardio de Flavien, on va le faire courir un petit peu. Du coup, hop, encore du bon vin. Bon, là, on est sur les coins un peu plus tranquilles parce que, comme je vous le disais, c'est en train de se remplir doucement. Mais par contre, alors, à tous les fans de rugby, hop là, il y a beaucoup de monde aujourd'hui du rugby. J'ai croisé beaucoup de copains, mais il y a aussi beaucoup de monde avec des sacs. Donc, je pense que ça va chanter les chansons paillardes dans pas très longtemps. Quand vous dites on va se méfier. Vous avez croisé beaucoup de copains, Dimitri. Vous êtes rugbyman ? Oui. D'accord, c'est vraiment juste un oui. Et mais c'est vrai que c'est ça qui me surprend un peu. J'ai l'impression que c'est plutôt calme ce matin. Vraiment, on a connu des journées plus des premières journées plus dynamiques, Dimitri. Je sais pas si vous êtes d'accord. Après, il n'est que 11h15. Donc bon, c'est normal. Faut pas non plus tout de suite déprimer. Maintenant, je pense que si on revient ici même dans 2-3 heures, ça va pas être la même histoire. Je pense que clairement, il y aura beaucoup plus de monde. Après, on est pour la région Bourgogne, on est au fond du pavillon de région France. Donc avant d'y arriver, il y a quand même pas mal d'étapes. On a pas mal de régions à traverser où il faut goûter et profiter. Donc les Bourguignons, ils vont arriver en fin de journée généralement et ça va être bien. Mais il faut d'abord traverser tout le pavillon. Donc c'est normal qu'il y ait un peu de monde ici. Mais pour arriver jusqu'ici, on a croisé pas mal de monde. Donc vraiment, ça ne fait que commencer et je pense que ça va être une belle journée. Et justement, Dimitri, je vous propose d'aller voir quelques producteurs et puis aussi tout simplement des visiteurs de ce salon pour savoir un peu dans quel état d'esprit sont les gens. Parce que oui, je vous le rappelle que cette année, il n'y a pas de contrôle sanitaire, plus de lien avec le Covid, enfin tout simplement plus de tests en fait. Donc je voulais savoir, est-ce que vraiment cette année, les gens sont heureux, Dimitri? Montrez-le nous en fait, on va voir la joie des gens. On va se tourner et puis vous voyez bien qu'il y a du monde qui est en train d'arriver gentiment. Alors, il y a du sourire, il y a de la joie quand même. Depuis tout à l'heure, il y a des gens qui demandent de participer et qui demandent des droits à l'image. Donc, il faudra négocier avec Benjamin Paulin, le directeur de la rédaction. Je crois qu'on doit beaucoup d'argent. Je vais essayer. Bonjour. Comment ça va? Est-ce que vous auriez 2 minutes à m'accorder ou pas du tout? Bien sûr, ça fait plaisir. Avec qui? Madame. Alors, on est du coup Bourgogne-Franche-Comté. On a une petite émission juste à côté. On parle de tous les produits. On parle aujourd'hui de la Bourgogne. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur votre stand? De la bière au mou avec 2 spécialités, une bière au mou de raisin issue de l'appellation Chablis. En fait, notre spécialité, c'est des bières au mou de raisin d'appellation. Donc, on a Chardonnay AOP Chablis et on a également Pinot Noir AOP et Ancy. Donc, c'est un ajout de 10% de mou, donc du jus de raisin fraîchement pressé, qui est ajouté à une bière. Et donc chacune a sa particularité. Et le but, c'est de respecter les 2 univers, et de la bière et de l'appellation, donc du mou de raisin. Un joli combo dans le meilleur des mondes. Alors justement, Flavien, vous pouvez filmer justement. Ça fait partie de ces produits-là qui sont là dont vous parlez. Donc on est la microbrasserie La Vosgermaine, je ne l'ai pas cité au départ. Donc, on est situé à 10 km au sud de Chablis.
Vous avez effectivement juste devant vous la bière au mou de chardonnay AOP Chablis. Et vous avez cette au pinot noir d'Iancy. On a aussi un autre segment, un segment plus classique, traditionnel, avec blanche, blonde, ambrée, une triple également, et on fait des bières un petit peu plus spéciales, par exemple la bière au basilic frais. La spécialité, du coup, c'est avec le Chablis ou il y a un petit coup de cœur au niveau? Ouais, c'est la genèse. En fait, c'est les bières au mou d'appellation, c'est la genèse de la microbrasserie il y a un petit peu plus de 3 ans. Moi, j'étais maître de chez dans un domaine du Chablisien. J'ai fait donc du Chablis, mais je suis aussi originaire du Nord. Et d'où l'histoire de cette bière-là, où j'ai regroupé en fait et mon expérience professionnelle et mes origines. Le temps de trouver comment fonctionnait la bière, retrouver une recette que j'avais il y a une dizaine d'années en tête, parce que en fait lors des vendanges, je bois toujours une petite mousse avec l'équipe, et en fait j'ai simplement mis mon verre de bière, la pression qu'on prenait, sous le dégustateur de la cuve de jus de raisin, et un peu comme un picon finalement, et en fait ça marchait super bien. Je me suis dit tiens top, je vais essayer, voilà, je vais essayer de faire ça, de recréer ça. Et bah, donc du coup ça a pris un petit peu de temps, puisque j'avais aussi mon boulot, hein, et je faisais ça sur mes week-ends ou mon temps libre, et le temps d'aller chercher sur les forums, de faire la popote dans la cuisine et d'essayer de retrouver la recette. Ça a pris tout ce temps-là. Mais c'est aussi la complémentarité de nos compétences. Moi je suis à la technique, Karine elle a la partie gestion. Et on était toutes les deux à la cinquantaine, et en fait on a eu envie d'entreprendre, et on s'est dit c'est le moment ou jamais. Donc du coup voilà, l'aventure a commencé il y a 3 ans, et on est plutôt contente, même s'il y a eu la particularité qu'on connaît, on est là. Il y a toujours des particularités, sinon c'est pas drôle. Je vais en profiter, je vais en prendre une moi justement, je vais vous en prendre une là, de bière avec le Chablis. Comme ça, ce sera très bien. Je vais faire goûter Flavien aussi, on va en profiter juste après. Raphaël, vous voulez encore d'autres produits ou c'est bon, ça vous suffit? Franchement, on est bon, Dimitri. Je vous remercie. C'était très intéressant, toutes ces petites histoires de bière. Et dans tous les cas, vous savez quoi, Dimitri? On se retrouve dans, 10 minutes maximum. Il est parti. On va en profiter. On va en profiter. Donc, goûtez bien, Dimitri. Et tout de suite, Mathilde est de retour sur le plateau. Et cette fois, là, c'est beau ce qu'il y a sur le plateau. Là, vous pouvez le voir avec les caméras. Là, Mathilde, on a du foie gras, il me semble. On a du foie gras, on a de la rillette de canard. Pas mal de choses très très bonnes. D'accord, tout simplement. Alors, je vous laisse présenter ces très beaux produits. Alors, donc je suis avec Pierre-Alexandre, qui vient de la ferme de Beauregard, qui donc s'est spécialisé dans le foie gras. Là, vous nous avez apporté quoi exactement? Alors, je vous ai apporté du foie gras de canard, de la rillette de foie gras, de canard toujours, et du magret fumé tranché qui avait obtenu la médaille d'or l'an dernier au concours, au CGA. Oui, donc c'était celui-là, ce produit-là. C'est celui-là, exactement. Attendez, parce que je crois que je me suis trompé, Mathieu, on a changé de région, on est en Nouvelle-Aquitaine. Oui, on est en Nouvelle-Aquitaine, là. D'accord. Donc, on va reprendre dans un instant, Axel. Normalement, c'est votre travail, je vous laisse présenter la région en premier. Présenter d'abord la Nouvelle-Aquitaine avant d'attaquer directement le plat de résistance. On est en Nouvelle-Aquitaine maintenant, et la Nouvelle-Aquitaine, je vous préviens, c'est une mine d'or. Tout ce qu'on produit là-bas, c'est une merveille à chaque fois. La preuve, c'est qu'ils exportent ce qu'ils font absolument partout, sauf le soleil. Ça, vous le gardez quand même pour vous, c'est quand même plus sympa chez vous. Mais tenez, puisqu'on parle d'or, laissez-moi vous parler de l'or noir du Périgord. Donc non, c'est pas à côté du Mordor, c'est bien en Nouvelle-Aquitaine. Vous connaissez forcément, c'est la truffe, l'or noir du Périgord, ce champignon délicieux et son arôme unique qui fait bondir votre plat de pâtes à 38 € au restaurant. C'est lui, c'est la truffe. Mais la Nouvelle-Aquitaine a bien plus en stock. Vous avez déjà vendu 2 reins pour le champignon. Bon, heureusement, c'était pas les vôtres. Et on vous propose maintenant le fameux foie gras qui est juste ici. On va en parler dans quelques minutes. Le mets indispensable pour un Noël digne de ce nom, et pour être sûr aussi d'être à découvert en janvier, c'est plus pratique. La région est aussi celle qui vous proposera le fameux jambon de Bayonne qui mettra tout le monde d'accord. C'est comme avoir la fête de Bayonne directement sous le palais, ça n'a pas de prix. La Nouvelle-Aquitaine, on l'a dit, c'est le soleil, mais c'est aussi évidemment la mer. Ramenez donc vos visages pâles de Parisiens au bassin d'Arcachon, où vous pourrez déguster les fruits de mer les plus frais de France. Les huîtres, par exemple, on aime ou on n'aime pas. Raphaël, je sais que vous n'êtes pas forcément fan, mais c'est quand même 20 000 tonnes d'huîtres qui sont pêchées chaque année dans la région. Et si vous êtes plutôt moule frites comme moi, vous trouverez pas plus frais. Près de 90% des moules françaises sont pêchées directement dans le bassin d'Arcachon.
Et devant le soleil couchant, profitez donc avec modération, évidemment, comme à chaque fois, du meilleur vin du monde, le Bordeaux. Ah oui, hein, c'est le meilleur, c'est certifié, c'est pas moi qui le dis, c'est les Bordelais. Hein, donc bon, bah, je vais les croire. Hein. Mais faut avouer, entre le Médoc, le Pomerol et le fameux Saint-Émilion, il n'y a pas à tortiller du derrière. On est sur de la très bonne qualité, encore une fois. Merci beaucoup Axel Rebaud. Donc on va revenir sur cette belle présentation. Je suis désolé, je vous ai coupé. Donc allez-y Mathilde, allez-y. Oui, donc Pierre-Alexandre de la ferme Beauregard est venu avec plusieurs produits. Lesquels? Dites-nous. Alors, je vous ai ramené du foie gras de canard en conserve, les rillettes de canard au foie gras et le magret fumé de canard tranché qui avait obtenu la médaille d'or l'an dernier au concours agricole. Et alors, est-ce que votre titre est un peu remis en jeu cette année? On croise les doigts pour avoir une nouvelle médaille. L'or, ce serait le top. Après, on va voir. Et donc, quelle est la particularité justement des rillettes de canard au foie gras? J'imagine que c'est un peu plus crémeux peut-être que les rillettes. Alors la rillette, c'est la viande uniquement de canard qui est cuite pendant des heures, désossée à l'ancienne à la main, avec sel et poivre. Donc on a soit la rillette classique et celle-là c'est la rillette au foie gras. Donc on rajoute des petits dés de foie gras à l'intérieur. Donc c'est le top. Ouais, c'est plus riche. Ouais. C'est pas très léger, c'est vrai. Et donc vous avez une ferme familiale, c'est ça? Exactement, on est situé à côté de Limoges. Donc en fait, ce sont mes parents qui ont créé il y a 45 ans. Et avec mon frère, on a repris depuis une dizaine d'années. Donc on produit tout sur place, on gave, on abat, on transforme. C'est tout vendu en vente directe autour de Limoges, sur les marchés, aux halles. Et on fait quelques salons sur la Haute-Vienne. Et on fait un seul salon en dehors du 87, qui est le salon de l'agriculture à Paris. Et j'ai vu que vous gaviez vos canards avec du maïs exclusivement. Pourquoi? Est-ce que ça change quelque chose pour la viande après? Alors, il y a plusieurs méthodes, mais le gavage au maïs grain entier, effectivement, c'est marqué sur le catalogue, vous avez bien révisé. Le maïs grain entier, c'est vraiment un gage de qualité, contrairement, on va dire, aux industriels qui, eux, vont gaver à la pâtée, où ça va être un mélange de vitamines, de certains céréales. Nous, le grain entier, voilà, c'est vraiment gage de qualité. Et vous avez combien de canards sur votre exploitation? Vous n'avez peut-être pas compté, mais... Là, cette année, c'est une année un petit peu particulière avec toutes les histoires de grippe aviaire. On est restreint et on a une activité qui est au ralenti. Sinon, en temps normal, on va être entre 400 et 500 canards abattus chaque semaine. Ah, chaque semaine quand même? Oui. Chaque semaine. Sur votre stand, vous faites aussi du confit de canard ou pas? Tous les dérivés du canard, donc on conserve le confit, le gésier, la rillette, les pâtés au foie gras, les produits frais également, restauration sur place avec des sandwichs chaud, froid, au foie gras, des cœurs de canard à la plancha, du foie gras poêlé, plein de choses à déguster sur place. Et la petite question que j'ai, c'est que le foie gras, on sait que ça a été beaucoup critiqué dernièrement, notamment par les associations. Vous leur répondez quoi? Alors, oui, c'est critiqué. Nous, on est producteurs, c'est fait de façon artisanale, donc on a le bien-être animal en tête en permanence. Donc, on se démarque de l'industriel où le canard va être un peu plus serré, où les conditions vont être un petit peu plus tendues. Mais il faut aller sur des produits locaux, directement aux producteurs, où on a un gage de qualité et un bien-être animal. Donc voilà, ce que vous leur dites, c'est que le bien-être animal, il est avant tout dans votre production. Si on maltraite le canard, on aura un produit qui sera de moins bonne qualité au final. D'accord, tout simplement ça. Et moi, j'ai oublié de vous demander, excusez-moi, les canards, c'est de quelle race pour faire ce genre de produit? Alors, pour le foie gras, c'est le canard mulard. D'accord. Alors, le canard qu'on met au four, le canard entier, les petites canettes, c'est du canard de Barbarie. Et pour le gavage, c'est exclusivement du canard mulard. Et donc il ressemble à quoi? Parce que pardon, moi je connais pas vraiment. C'est un gros canard qui est soit tout blanc, soit blanc et noir. Voilà, c'est une grosse bête. Il faut autour de 5 kilos en fait quand c'est vivant. Et donc vous l'avez dit, sur les 3 produits là, lequel est médaillé d'or l'année dernière? L'an dernier, on a eu la médaille d'or sur le magret fumé tranché. Et en 2019, on avait la médaille d'argent sur la rillette au foie gras. D'accord. Et l'objectif cette année, c'est la médaille d'or pour les 3? On verra. Non, si on peut, on y croit. Ouais. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, merci de nous avoir fait découvrir tous ces produits. On vous souhaite évidemment de remporter ces fameuses médailles d'or. Et on vous retrouve, vous et vos produits, dans le hall des régions. Merci. Dans un instant, c'est les boissons de Nouvelle-Aquitaine que vous allez découvrir.
Tout de suite, on retrouve nos envoyés spéciaux, Dimitri Hainaut et Flavien Bonneau, qui se baladent un peu partout dans les allées et qui sont même cette fois-ci sortis, tout simplement, qui sont devant le hall. Et Dimitri, je vois que vous vous êtes bien occupé en mon absence. On a dit qu'on allait prendre la bière, on l'a prise, et je confirme, elle est très bonne. Vive la Bourgogne libre. On s'est baladé avec Flavien pour découvrir une des nouveautés de ce salon de l'agriculture édition 2023. C'est ce pavillon 7.1. Alors le pavillon n'est pas nouveau, il existe depuis longtemps, mais la petite particularité, c'est que maintenant c'est une succursale entre guillemets du pavillon des régions de France, puisque c'est une autre partie des produits et saveurs de France où on retrouvera la Corse, l'Île-de-France, la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors que normalement, on a tout dans le pavillon des régions de France pour pouvoir profiter de tous ces produits. Là maintenant, c'est un peu décentralisé parce qu'il y a beaucoup de monde, donc c'est quand même un peu la rançon du succès. Il y a pire comme problème, on est plutôt d'accord. Et donc, salut la compagnie. Alors, est-ce que vous voulez savoir Dimitri, on vous voyait, donc vous êtes en train de goûter. Comment ça se passe pour le moment? Est-ce que c'est un bon début de salon pour vous, parler du Dimitri? salon d'agriculture qui va arriver bientôt. C'est un très bon début de salon. Et alors, vous m'avez demandé de former Flavien. Et je suis quelqu'un de parole. J'en ai pris une aussi pour lui. Donc comme ça, il sera pas perdu. On est sur un bon début de salon. On est sur vraiment un très très bon millésime pour l'instant. Les gens, comme je vous le disais tout à l'heure. Moi, en tout cas, je ne vous entends plus, Dimitri. Est-ce que c'est normal? On entendait plusieurs personnes à la fois. On va sûrement le retrouver dans un instant. Non, mais je pense pas que ce soit votre micro, Dimitri. On entendait plusieurs personnes en même temps. Donc allez-y, allez-y. C'est nouveau ça. C'est bon. Non, c'est bon, vous êtes de retour seul. Allez-y, continuez. D'accord. Donc il y a ma double personnalité qui a pris le dessus. Très bien. Du coup, oui, je vous disais, j'ai pris aussi une bière pour Flavien qui découvre. Et clairement, j'ai l'impression de voir un enfant à Disney. Dès qu'on se balade, il voit quelqu'un, il est là, il voit des gens souriants en train de profiter, de partager des produits, des producteurs qui sont là pour vraiment faire profiter tout le monde. Il n'y a pas de prise de tête. C'est vraiment l'ambiance du salon habituel. Clairement, c'est une ambiance classique qu'on connaît tous. Mais là, ça fait quand même plaisir de la retrouver un an après. Même si l'année dernière, c'était une belle édition, on espère que à chaque fois, l'année sera meilleure et l'édition sera encore meilleure à chaque fois. On espère toujours plus. Mais là, franchement, on est sur un bon début. D'accord. Écoutez, Dimitri, vous êtes devant le Hall 7. Alors, pour expliquer aux gens qui ne sont pas forcément à Paris et sur le salon, concrètement, qu'est-ce qui s'y passe dans ce hall? Alors, dans ce hall... Coucou dans ce hall... Pardon. Vous avez des amis? Oui, un peu partout. Dans ce hall, justement, donc comme je vous l'expliquais, c'est une seconde partie du pavillon 3, donc du pavillon des régions, puisqu'il y a énormément de monde. Donc là, on va retrouver d'autres régions qu'on a un peu moins l'habitude de regarder, et puis des produits qu'on a un peu moins l'habitude de découvrir, notamment avec l'Île-de-France. On se dit forcément, l'Île-de-France, il n'y a pas beaucoup de produits. Eh ben, détrompez-vous, puisqu'on ira regarder tout à l'heure en fin d'émission, on ira faire un petit tour pour découvrir un peu des produits. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir, donc c'est vraiment au fond du salon. Faut y aller, mais c'est assez intéressant de découvrir tous les produits de toutes les régions, dont notamment des produits qu'on n'a pas forcément connaissance. Justement, Dimitri, votre job, c'est de nous faire découvrir, là vous le dites, vous êtes tout au fond du salon. Revenez un peu vers nous et montrez-nous à quoi en fait ça ressemble tout simplement à l'extérieur, parce que, alors nous on est des privilégiés, on a pu le voir ce matin, mais pour les gens qui ne sont pas à Paris, montrez un peu à quoi ressemble ce parc des expositions à Versailles. Alors, du coup, je vous explique. Là, on est sur l'arrière du pavillon où vous êtes en train de faire l'émission. Juste derrière, on a la fin du pavillon 3, qui est caché là-bas, la pavillon 7. Et on va remonter tranquillou. On va remonter, hop là, attention, je me faufile. On n'est pas pressé, Dimitri, et puis on est bien avec vous, donc honnêtement, montrez-nous. Gros avec mes bières, mais c'est parfait. Et là, dès qu'on regarde à droite, qu'est-ce qui se passe? On a toute l'allée principale du Salon international de l'agriculture et du parc d'exposition de la Porte de Versailles, où on peut voir absolument tout, avec les tapis roulants qui vous emmènent jusqu'à l'entrée principale, le pavillon des régions tout le long sur votre gauche. Et si vous voulez voir Ovalie, la vache égérie, elle est carrément à l'autre bout. Elle est de l'autre côté du salon, qu'on ira voir un peu plus tard dans la semaine. Et alors, pour les fans parisiens, le petit pont là, c'est le périphérique. Et je sais que vous avez une certaine passion pour ce périph. Ça a l'air de bouchonner, faites attention à Porte d'Orléans. Donc écoutez, on va rester encore un peu avec vous parce que tout simplement on a le temps, Dimitri, de rester ensemble, et puis ça fait mine de rien un petit moment qu'on vous a pas vu. Ça fait un an que le salon n'a pas été sur les antennes d'Émerger, donc autant en profiter maintenant qu'on est là. Donc allez-y, je sais pas, racontez-nous qu'est-ce qui vous a manqué, qu'est-ce que vous êtes content de retrouver, qu'est-ce que vous voyez autour de vous, décrivez-nous juste tout simplement.
Vous êtes en galère là, Raphaël, non? Ouais. On est d'accord. Du coup, bonjour santé. Également, alors, du salon que je n'avais pas découvert l'année dernière et que je redécouvre cette année, on a ces gens-là qui sont très très importants avec leur sac Drinkwater. Parce que évidemment, on en parle depuis le début, test des produits. Je suis bien placé avec 2 bières sur moi. Voilà, il faut pas oublier de s'hydrater, c'est quand même hyper important. Il y a souvent des soucis. Il y a des gens qui sont là pour vous protéger. Il y a la protection civile. Il y a également des pompiers pas très loin. Il y a vraiment tout pour être en sécurité. Mais oubliez pas, je sais que ça fait un peu message un peu de grand-mère, un peu fatigant. Allez-y, on peut le faire. Oubliez pas, hydratez-vous, prenez de l'eau, n'abusez pas des bonnes choses. Voilà. Il faut en abuser de temps en temps, mais il faut faire attention quand même. Bah, Dimitri, écoutez, vous avez dégusté les bières, vous en avez 2 là. Si vous testiez un peu l'eau que proposent justement les bénévoles, il me semble en plus de ce salon. On va tester ça. Allez-y. Ça fera pas de mal de toute façon, donc. Et vous pouvez l'interroger au passage aussi, hein, s'il est content d'être là. Bonjour. Les petits verres d'eau, bon, ils sont accessibles pour tout le monde, on est d'accord? Pour tout le monde, parfait. Je vais en profiter parce que j'ai un peu la gorge sèche. Ils me font parler depuis 25 minutes, donc... Oh, parfait. Royal. Merci. Attention, comme disait un grand philosophe, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus, méfiez-vous. Merci beaucoup. Vous êtes là pendant tout le salon et vous vous baladez pour montrer donner de l'eau à tout le monde. Aujourd'hui et demain. Il y a d'autres équipes qui vont se relayer après, évidemment. Merci beaucoup. Bon courage sur ce salon. Il voulait pas trop vous parler, le monsieur Dimitri. Pas du tout. Alors allez-y, vous êtes en train de goûter, parce que voilà, pour vous expliquer, en fait, le salon propose dans les allées, parce que oui, on va se dire la vérité, la France a énormément de très bons vins, de très belles bières à offrir, mais c'est très important de boire de l'eau, et apparemment l'eau, ça vous fait bizarre Dimitri, on sent qu'il y a pas, qu'il y a un petit manque d'habitude. J'adore l'eau. Non, très important. Non, toute blague à part, vraiment, c'est important. Faut pas trop abuser. Donc là, j'ai 2 bières, dont une pour Flavien, et je garde mon verre d'eau pour plus tard. Je vais peut-être en ramener pour vous d'ailleurs, Raphaël. Allez-y, Dimitri, finissez de boire votre verre d'eau. Vous savez quoi? On va être honnête, on est transparent, on est en direct, et c'est les aléas. En fait, Dimitri, il nous reste encore 4 minutes à passer ensemble. Donc, je sais pas si, voilà, vous avez la rédaction en direct. Il nous reste 4 minutes, donc je sais pas improviser. Vous avez sûrement toujours rêvé de faire quelque chose au salon. On va faire un concours de danse, moi je veux que ça. Hein. D'accord, très bien, 4 minutes encore. Eh ben écoutez, on va la faire à la carte au trésor. Je ne sais pas si vous avez la référence. Carte au trésor, on est parti, on y va. J'ai beaucoup trop de verre sur moi, là, c'est pas possible. Allez-y, je sais. Allez voir ça, la fanfare, c'est parfait. Je vous disais quoi sur les chansons paillardes? Voilà. Voilà. Oui. Oui, mais bon, là, alors, vous reconnaîtrez la couleur rouge et blanche, digne de Bayonne. Non, pardon, Biarritz. Pardon. Vous allez mal finir, Dimitri. Vous allez avoir Biarritz, des soucis. c'est pas très loin de l'Espagne. Donc bon. Non, mais vous allez avoir des soucis. Moi, peut-être que je dis qu'ils sont pas espagnols, mais je connais les couleurs des 2 villes. Hein. Enfin, faut faire attention. Alors que nous avons le Père Noël avec nous juste derrière vous, Flavien. Je vous demanderai de vous retourner. Allez-y. Voilà, on va venir par là. Nous avons le Père Noël avec nous. Alors, ça va arriver tranquillement. Alors, Père Noël est parti. Ah, bah, attrapez-le. Si, il me semble qu'on le voit. Attrapez-le, Dimitri, attrapez-le. Il me fait peur. Mais non. C'est comme les clowns, ça me fait peur. C'est pareil. Et les poneys. C'est le Père Noël en plus. Bon, je peux comprendre votre peur parce qu'il est un bras en retard, quoi, vu qu'on est en février et que c'était en décembre, Noël. Donc, c'est compliqué là. Là, c'est vraiment compliqué. Mais j'ai l'impression que vous vous régalez en tout cas, Dimitri. Je vous sens heureux d'être, vous êtes à la maison là, vraiment. Un peu, oui. Un peu. C'est vrai qu'il y a un peu ce réflexe. Je peux vous montrer. Allez, on a encore un peu de temps ou pas du tout? Bien sûr, allons-y. Allez, encore 1 heure ou 2. Voilà, on a 1 heure ou 2, allons-y. Zone que normalement vous n'avez pas le droit de voir quand vous êtes en tant que simple visiteur. Mais vous avez des accès, vous avez les contacts. Exactement, j'ai le bras long. Oui, parlez en même temps, Dimitri, parce que ça saute un peu. Peut-être qu'on va un peu trop vite. Ne tournez pas le dos, Dimitri. Marchez de biais, parce qu'on veut vous voir un peu quand même en même temps. Vous voyez au fond, là, juste derrière ma bière récupère.
Alors, camion avec différents stocks de produits. Tous les jours, les produits sont ramenés, donc c'est pour assurer la fraîcheur le plus possible. On a des camions frigorifiques, on a un peu de tout. Donc, c'est vraiment... c'est une zone que vous n'avez pas le droit de voir. Bon, vous pouvez quand même la regarder en passant devant. Nous, on peut y aller. Mais voilà, c'est une zone, je vous en montrerai d'autres. Il y a plein d'endroits un peu cachés à Porte de Versailles pour pouvoir découvrir ces camions où ils stockent tous les produits que vous pouvez consommer aujourd'hui et tout au long de la semaine jusqu'à dimanche prochain. Parfait, merci beaucoup Dimitri. Vous savez quoi, on a tenu le pari, il est quasiment 11h39 en direct sur les antennes d'Emerger et sur la chaîne YouTube de Power Boost. Donc merci beaucoup. Reprenez votre souffle, on va se retrouver très très rapidement Dimitri, et voilà, on vous laisse vous continuer de vous balader parmi les exposants, et bientôt vous allez aller en Nouvelle-Aquitaine à nouveau pour nous montrer à quoi ressemble la Nouvelle-Aquitaine. Et nous on a les boissons de la région en plateau. Mathilde, j'ai l'impression qu'on a du jus de pomme. On n'a pas que du jus de pomme, mais vous le verrez après. Là, on est donc avec Julien qui travaille pour Gargouille. Gargouille, ça produit donc des jus de pomme. Vous avez des poiriers aussi également, c'est ça? Exactement. Donc on a des vergers. Donc on est situé donc dans le sud de Vienne, à Charroux. Nous disposons donc de 6 hectares de vergers éco-responsables. Donc 80% de nos vergers donc sont des pommes. Nous avons également donc 10% de poires et de coings. Et donc, vous faites principalement des jus de pommes, mais cette année, grande nouveauté, vous vous êtes lancé dans le cognac. Alors cette année, oui, donc nous sommes producteurs donc de pommes, de poires et de coings, et nous sommes venus donc avec notre jus de pomme, donc qui est présent donc depuis 1997. Et la grande surprise cette année, nous sommes venus donc avec une nouveauté, un apéritif, donc le pomme cognac. En effet, donc pour le salon de l'agriculture 2023 pour son lancement. Donc ça, c'est le premier jour que vous le présentez. Voilà. En effet, les clients ont la chance, les visiteurs ont la chance donc de découvrir ce produit donc pour la première journée. Et pourquoi vous vous êtes lancé dans une boisson alcoolisée cette fois-ci? Alors, on a voulu diversifier notre gamme parce que c'est vrai que donc depuis plusieurs années, nous produisons essentiellement donc des jus de fruits plats, donc sans alcool. On a également donc une gamme donc de jus pétillants sans alcool qui apporte un petit côté festif. Et nous avons voulu diversifier notre gamme en produisant un apéritif. Voilà. Alors moi j'y connais pas grand chose. Comment on passe justement du jus de pomme au cognac? Comment ça se produit tout ça? Alors nous ce qu'on fait c'est que principalement on produit donc notre jus de fruits et après on fait les mélanges, on repasteurise pour pouvoir obtenir donc cette agréable boisson. Il faut laisser longtemps reposer le jus? Non, du tout. Une fois le mélange effectué et le jus chaud, on met directement donc la préparation en bouteille et on laisse refroidir avant l'étiquetage. Et la cueillette, ça se passe à quel moment de l'année? Alors la cueillette commence généralement donc au mois d'août, quand tout se passe bien, et se termine courant fin novembre. Il faut quoi comme climat idéal pour avoir de bonnes pommes? Généralement, il faut des gelées jusqu'au mois de février-mars et un beau temps avec de la pluie, mais des bonnes chaleurs jusqu'au mois de juillet. Et cette année, ça a été parce qu'on a eu quand même des grosses chaleurs. Alors cette année, nous on a la chance d'être équipés en fait donc du système d'aspersion, donc ça permet donc d'arroser en permanence les vergers pour éviter la sécheresse, en plus du goutte à goutte. Donc on n'a pas eu de problème. Et vous vendez aussi en boutique, c'est ça? Alors oui, on a une boutique de producteurs locaux. Tous les producteurs locaux en fait sont rassemblés dans notre boutique à Charroux et nous proposons donc à nos clients donc un panel de produits diversifiés et du terroir. Et avec quoi vous conseillez de goûter le cognac? Alors le pomme cognac, c'est un apéritif à boire très frais. D'accord. Et à tout moment de l'année. À tout moment de l'année? C'est ça. Et à tout moment du repas? Alors plutôt au début, on est sur un produit, un apéritif assez doux, donc on est sur un produit avec 9 degrés d'alcool. Donc je pense que le meilleur moment pour le discuter, c'est en déguster, c'est à l'apéritif en début de repas. Alors on va pas goûter le cognac pour des raisons évidentes, on est en direct donc on évite, mais le jus de pomme par contre, écoutez, je vais faire ça tout de suite. Mathilde, je vous laisse continuer, je vais vous servir, on va goûter ça. Est-ce que, comme vous produisez des pommes, est-ce que vous êtes lancé dans le cidre aussi ou pas du tout? Alors non, c'est vrai que le cidre on travaille la pomme autrement, et pour produire du cidre, il faut des pommes à cidre. Donc c'est une variété de pommes assez différente. Donc nous on a des vergers, donc on a 6 hectares et on est parce qu'en fait nos pommes on les vend donc dans différentes grandes surfaces et différents points. Et on a 10 variétés de pommes différentes. Donc avec ces 10 variétés de pommes différentes, ça nous permet donc de produire des jus
jus de fruits, mais aussi de vendre des pommes en distribution. Et c'est vrai que le cidre, c'est un process complètement différent du nôtre. Voilà. Donc là, dans cette bouteille, il y a environ 10 variétés de pommes Alors dans notre jus de fruits, on essaye de garder un mix donc de 5 variétés de pommes différentes afin d'obtenir un jus pas trop sucré et pas trop acidulé. Donc pour cela, on a un tiers de Granny Smith qui permet donc d'équilibrer cet excellent jus de fruits. C'est délicieux, c'est extrêmement sucré, donc non, c'est franchement très Merci à vous. Donc sans colorant, sans conservateur et sans sucre ajouté, c'est très important. 100% naturel, mais on le sent de toute façon au goût. Vous pouvez goûter. Je viens de goûter, c'est très bon effectivement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouve dans le hall des régions encore une fois. Exactement. Et merci, nous allons surtout présenter ces produits qui sont honnêtement délicieux. Avec plaisir. Merci beaucoup. N'hésitez pas pour des dégustations à venir. Il n'y a pas de souci, on viendra vous voir. Vous pouvez compter sur nous. Je vous annonce dans un instant ce qui vous attend pour la dernière demi-heure d'À Travers Champs. Notre invité, l'influenceur food, aux 179 000 abonnés sur Instagram, Alexis Thiebaud, va bientôt me rejoindre. Juste avant, on part une nouvelle fois rejoindre deux hommes qui marchent beaucoup et qui goûtent à tout dans ce salon de l'agriculture. Pour vous dire, Dimitri Hainaut a même testé de l'eau tout à l'heure. Événement quand même assez rare pour le souligner. Donc Dimitri, je crois que vous êtes revenu à vos bonnes habitudes là. Oui, on reprend les vieux réflexes. On est de retour accoudés à un stand, ce qu'il y a de mieux au salon de l'agriculture. Nouvelle-Aquitaine, forcément, c'est la région du jour également. Et on est dans la région de Bordeaux. On va parler forcément de quoi? De vin. De Bordeaux. Et de vin. Et on est venu pour parler des produits avec ce magnifique exposant qui va nous proposer toute sa carte et va nous expliquer tout ce que vous pouvez trouver dans le pavillon 7.1, donc celui qui est tout au fond du salon de l'agriculture. Justement, les bons vins de Bordeaux, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer aujourd'hui pour les gens qui viennent visiter le salon? Alors, pour ce qui est de la maison Joseph Janouex, puisque nous sommes un des deux plus vieux exposants du salon de l'agriculture, puisque le grand-père, on est déjà dans les années 50, au démarrage en fait. Et donc, nous proposons toujours nos propres vins, les vins de la famille, génération après génération, chacun a mené sa pierre à l'édifice. Et aujourd'hui, nous pouvons proposer environ une dizaine de vins différents, mais axés sur des appellations comme Côte de Castillon, Saint-Émilion ou Pomerol. Donc, comme toutes les générations, on a essayé non pas d'acheter des parcelles pour agrandir un domaine, mais acheter des terroirs. En fait, on a évolué, on peut proposer différents terroirs et différentes vinifications. Parce que, comme en cuisine, le vin, c'est un petit peu le même esprit, la même philosophie, à savoir que la base, c'est la terre, le terroir, le raisin, bien entendu. Comme en cuisine, c'est la matière première, mais aussi, vous avez le talent du vigneron. Et il y a différentes façons de faire, où l'on peut avoir des vins qui sont dans le classicisme, c'est-à-dire des vins qui sont sur le fruit, qui ne sont pas élevés en barrique. Après, il y a les élevages en barrique. Et même dans cela, on peut évoluer en fonction d'une tradition. Les vins sont traditionnellement élevés en barrique en Bordeaux, pour ce qui est des grands crus notamment, avec ce qu'on appelle la mise en barrique par tiers, un tiers de barrique neuve, un tiers de barrique d'un an, voire de 2 ans. Et ensuite, on a ce qu'on appelle des micro-cuvées, des petites parcelles bien précises sur un terroir. Et là, on va à ce qu'on appelle en surmaturité. On va un peu plus loin dans la maturité du raisin et on met, comme on est plus dans la concentration, 100% en barrique neuve. Parce qu'en fait, je ne suis pas très doué à l'école, mais j'ai retenu une leçon de physique universelle. C'est deux forces opposées d'une puissance identique s'annulent. Le sud-ouest, on est un pied de rugby, on le comprend tout de suite, même le dernier de la classe. Et donc, dans le vin, il y a l'opposition entre la barrique et le vin. Quand vous avez un vin qui est puissant, vous pouvez mettre une barrique qui va donner un petit peu un équilibre. Ça donne deux forces opposées s'annulant, ça forme un tout, ça donne une sensation d'opulence. Donc on peut avoir différents types de vins sur le fruit, les vins du barbecue, le vin des copains avec un goût de saucisson, on refait le monde devant une planche de fromage, des vins, ce qu'on appelle communément la bouteille du dimanche, où on veut vraiment se faire plaisir, et de temps en temps on veut vraiment avoir des grands vins de garde pour se faire plaisir soi-même, mais qui dit un bon repas appelle un bon vin. Donc il y a différents niveaux dans une cave qui est traditionnelle de tout amateur de vin. Le vin à boire, le vin à boire dans la jeunesse, dans les 10 ans, et puis des vins de gamme. Nous, on peut proposer tout cela. Une grande variété, on l'aura compris. La grande bouteille, elle me perturbe. Elle donne envie en même temps. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement de celle-là? Qu'est-ce que c'est comme produit elle est disponible à la vente en plus au salon? Ce sont des vins qui sont tout à fait disponibles. Là, c'est une bouteille factice, puisque
là, pour la foire, on ne vend pas à emporter ici, on ne vend que sur expédition. Donc, qui était l'aspect de vente traditionnel. Simplement, dans les bouteilles en verre, les bouteilles de Bordeaux traditionnelles, vous avez la 75, vous avez ensuite double magnum, le magnum, c'est-à-dire 2 bouteilles, vous avez le double magnum, et ensuite impérial, etc., etc. Donc ça, en fait, c'est des bouteilles un peu soit pour des collectionneurs, soit quelqu'un qui veut préparer un mariage, une communion, que ce soit encore une fête de famille quelconque. Et certains disent prépare à l'avance. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare, nous, d'avoir des clients qui nous demandent d'avoir l'année de naissance de leur enfant, par exemple. Donc, c'est souvent d'ailleurs, on a des gars qui nous demandent soit en magnum, soit en double magnum, soit en impérial, et ils gardent les vins pour en prévision des 5 ans, des 10 ans. Dimitri, rapprochez un peu le micro de la bouche de monsieur, sans le donc, c'est des surprendre. bouteilles qui ne sont pas vendues fréquemment, mais qui ont une demande assez importante. Oui, donc clairement, on peut avoir des demandes. Raphaël, si vous êtes bientôt papa, vous pouvez commander une bouteille pour la date de naissance de votre enfant. Alors, je sais que généralement... On va peut-être attendre un peu. Par contre, Dimitri, j'aimerais souligner quelque chose. Il se passait quelque chose dans le regard. Quand vous regardiez ce monsieur qui parlait de vin, il se passait quelque chose. c'est de l'amour du bon produit. Il y a une communion qui se fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dimitri Hainaut. Merci également à Flavien Bonneau qui vous suit depuis ce matin, qui est en fait tout simplement derrière la caméra. Nous rentrons dans la dernière demi-heure d'À travers champs. Avant midi, on va rejoindre une nouvelle fois Dimitri Hainaut qui, avec son comparse justement Flavien, continue d'arpenter les allées du salon de l'agriculture. Nos envoyés spéciaux vous font vivre cet événement génial comme si vous y étiez. Adrien Hardy, lui, vous présentera un animal que vous pouvez retrouver ici au salon. Et tout de suite, c'est le moment pour moi d'accueillir notre premier invité de cette 59e édition du salon de l'agriculture. C'est bon, il y a bien eu un jingle. Alexis Thiebaud, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur la page Facebook d'Emerger. Qui vous êtes pendant 30 minutes. Nous allons revenir ensemble sur votre vie et votre métier d'influenceur food. Alexis, est-ce que vous aimez quand c'est piquant? Alors, pas spécialement. Je suis très sensible au piment, au piquant. Mais pourquoi vous me dites ça? Parce que vous allez voir que vous allez plutôt être servi parce que il y a un monsieur juste là. Bon, ça va. Pour ceux qui vous découvrent ou qui veulent en apprendre un peu plus sur vous, Adrien Hardy dresse un portrait justement un peu piquant de vous. Pas trop, vous inquiétez pas. Bonjour, Alexis Thiebaud. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes influenceur. C'est comme ça qu'on vous présente, influenceur food pour être précis. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Vous faites une école de journalisme en 2010 à Issy-les-Moulineaux, Studec TV. Très marrant comme nom puisque c'est absolument pas le domaine vers lequel vous vous orientez au départ. Vous préférez la radio et c'est normal puisqu'à ce moment-là, ça fait 8 ans que vous êtes à l'antenne. Vous faites partie à l'époque des piliers de Fréquence 3 où vous rencontrez d'ailleurs Benjamin Poulain, le patron de MRG. Après plusieurs années d'animation et de programmation musicale à Fréquence 3, Évasion FM et It West, vous décidez de vous lancer dans un dîner presque parfait sur M6, peut-être déjà un petit clin d'œil à votre futur métier, quelques années plus tard, mais vous n'êtes pas candidat à l'émission, évidemment, vous êtes en charge des castings, un rôle que vous occupez aussi pour Trompe-moi si tu peux, pas de clin d'œil pour plus tard cette fois, en tout cas j'espère. Vous enchaînez ensuite sur les médias, BFM TV d'abord, puis Direct 8 et Direct Star, avec un petit comeback à BFM TV encore une fois et Génération FM. Fini les voyages, vous décidez de vous poser dans le Sud, à Sud Radio plutôt, à partir de 2011, pour finir rédacteur en chef et présentateur du magazine de la mi-journée. Mais ce n'est pas encore terminé, le Tour de France des médias est reparti. L'objectif, c'est de tous les faire au moins une fois. Nouveau départ donc à Voltage puis Europe 1, et enfin France Bleu. Tant qu'il y a de l'antenne à faire, finalement, vous êtes content. Depuis 2016, vous vous êtes enfin calmé avec les médias. Vous vous êtes mis en freelance, mais vous multipliez encore une fois les activités. Vous êtes vraiment infatigable. Vous vous occupez du groupe Menway, du site YouPick et de plein de pages internet. Et surtout, vous lancez ce qui vous anime aujourd'hui, vos pages, votre compte sur les réseaux sociaux, Le Pari d'Alexis, où vous nous présentez des bons plans pour aller manger notamment. Vous vous décrivez comme un dénicheur de pépites à manger et à voir sur Instagram. Quoi de mieux donc pour vous de venir ici au Salon de l'Agriculture pour pourquoi pas nous conseiller des bons coins. Waouh. Alexis Thiebaud, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce portrait? C'était très complet. Il y a même des trucs que j'avais oubliés. Bravo. Franchement, j'ai rarement eu un portrait comme ça aussi précis.
Parfait. Merci beaucoup pour ce portrait Adrien Hardy. Alexis, je le disais, vous êtes influenceur foot. Vous avez 180 000 abonnés sur Instagram. Ouais. Voilà, il faut le préciser. Et votre compte, c'est le Paris d'Alexis. Et au final, on en sait très peu sur l'homme derrière le coup de fourchette, justement. Donc c'est ça que je vais essayer de découvrir. Voilà. Vous êtes né en 1986 en Île-de-France. Jusque-là, j'ai bon. La seule info que j'ai sur Paris. votre enfance, c'est que vos parents avaient un château. Oui. Enfin, non, c'est pas vraiment ça. C'est notre famille avait un château en Seine-et-Marne, effectivement, et voilà, où je passais beaucoup de temps. C'est sympa d'avoir un château à la quand on est campagne. jeune. Bah, surtout sympa d'avoir beaucoup de verdure, de pouvoir aller au contact de la nature tout en étant parisien. C'est exceptionnel, quoi, de pouvoir s'évader à quelques minutes de Paris, et ça, c'est un truc. Qui a été assez formidable pour un enfant de pouvoir courir, tout simplement, avoir accès à la nature. C'est quand même quelque chose qui est assez rare en Île-de-France, donc pour ça c'était vraiment quelque chose de formidable. Parce que oui, les gens ne le savent pas forcément, mais vous êtes l'héritier d'une des plus grandes fonderies d'art de l'histoire française. Mais il faut quand même que je le dise, parce que mine de rien, votre ancêtre c'est Victor Thibault. Il a notamment réalisé le monument à Jeanne d'Arc, place des Pyramides, ou encore la colonne Vendôme, place Vendôme. Mais j'ai l'impression que quand j'en parle, c'est pas quelque chose. On vous en a déjà parlé, ou juste c'est pas une fierté. Enfin, c'est sympa quand même. Oui, c'est un bel héritage familial. C'est pas quelque chose que je mets spécialement en avant publiquement, on va dire. C'est quelque chose dont je suis fier, effectivement, parce qu'il y a plein de monuments dans Paris qui ont été réalisés par mes ancêtres. Je pense à la Statue de la Liberté qui est sur l'île aux Cygnes, sur la Seine. Voilà, et le fameux monument de la place de la République qu'on a beaucoup vu, notamment au moment de Charlie Hebdo, qui est devenu un emblème de cette lutte contre le terrorisme. Ouais, c'est un symbole, exactement, et c'est pour ça que je suis fier de ça. Mais bon, voilà. Vous en parlez pas beaucoup. Bon, on va parler plutôt de vous. C'était quoi vos passions, justement, Alexis Thibault, quand vous étiez enfant? La radio. Je suis tombé fou amoureux de la radio très jeune. Et comment ça s'est passé, cette rencontre, justement? Déjà, j'écoutais beaucoup la radio quand j'étais petit. J'étais déjà vieux. J'écoutais Europe 1, j'écoutais RTL, j'écoutais pas les radios musicales, etc. Et voilà, je suis tombé dedans en poussant la porte d'une radio associative parisienne. Qu'on va évoquer dans un instant. Mais avant d'arriver là-dessus, j'ai retrouvé quelques petites pépites que je pense qu'on devrait regarder juste ici. Si elles arrivent, voilà. Donc c'est après très sympa cette émission. Tout se trouve. Attendez, c'est pas fini. Il y en a une deuxième normalement. Si ça se passe bien, ça devrait arriver. Alors, vraiment, voilà. C'est un peu mieux. Celle-là, franchement, plutôt beau gosse. Vous avez quel âge à ce moment-là? Je pense que j'étais à peine, majeur. Ça fait bizarre de revoir ça. Hein. Je sais pas, vous avez été déniché ça, mais enfin, j'ai une petite idée de vous avez été déniché ça, mais ouais, c'est étonnant. Oui, on a cherché très très loin. Ça fout un petit coup de pelle dans la gueule quand même. Hein, non, franchement ça va. Non, franchement ça passe. Est-ce que à ce moment-là, vous avez quel âge à peu près sur ces photos? Franchement, je dois avoir 17 ans, 17-18 ans, je pense. Est-ce que vous saviez ce que vous vouliez faire plus tard? Oui. À moins des 14 ans, je savais que je voulais faire de la radio, je savais que je voulais travailler dans les médias, je savais que je voulais parler aux gens. Voilà. Donc c'était la radio très très rapidement, quoi. Très très vite, ouais, vers 14 ans, je pense. Avant d'arriver là-dessus, vous étiez quel genre d'élève? Plutôt bon ou carrément mauvais? Pas du tout bon, mais pas non plus turbulent. J'étais le cancre, mais sage. Exactement. J'aurais pas pensé. Non, j'étais un petit cancre jusqu'au moment où j'ai découvert la radio et où là je me suis mis en ordre de marche pour pouvoir faire mon métier plus tard, et je me suis dit bon allez, on arrête de déconner et on commence à bosser. Oh non, vous étiez justement à l'école. Regardez, normalement elle devrait arriver. Bonsoir à tous, voici les titres à la une de l'actualité. Normalement, c'est avec du sang, évidemment. C'est pas grave. Non, franchement, honnêtement, je l'ai vu, je l'ai regardé parce que voilà, je me suis renseigné. Vous vous débrouillez déjà plutôt bien. On sent que voilà, vous êtes à l'aise et que voilà, à ce moment-là, vous savez que ce serait votre milieu. Vous avez retrouvé des pépites, hein, c'est incroyable. Je sais pas comment vous avez retrouvé ça. Oui, tout est sur Internet, hein, c'est ça que c'est vrai. Ah oui, tout est sur Internet. Bon, non, mais ouais, très jeune, je savais exactement ce que je voulais faire et voilà, passion radio, télé, absolue.
Donc les médias, tout ça, vos parents, quand vous leur avez annoncé, ils ont dit ok. Mon père était journaliste en fait, hein, donc mon père il a créé un magazine professionnel, donc il m'a un peu donné cette fibre journalistique. Moi j'adorais regarder les émissions politiques avec lui quand j'étais petit, donc voilà, moi 14-15 ans je regardais les émissions d'élection. Voilà, à chaque fois qu'il y avait une soirée d'élection, je regardais, j'étais à fond. Ouais, donc vous étiez déjà mes parents étaient très fiers de ça. Et une dernière question que je voulais vous poser, après on va enchaîner Alexis, non mais vous inquiétez pas, c'était, vous disiez plus jeune, vous étiez le cancre plutôt sage, comment vous avez réussi avec le bac, tout ça, ça n'a pas été trop compliqué d'aller... J'étais très content de l'avoir eu, je l'ai eu de justesse, je vous le cache pas. Mais vous l'avez eu. Oui, voilà. Et puis ça prouve qu'on peut avoir des difficultés à l'école et puis s'épanouir énormément dans sa vie professionnelle après. En fait, quand on fait un métier passion, je pense qu'on peut dépasser largement ces difficultés scolaires. Là, au final, vous êtes épanoui et comme l'a dit Adrien, vous allez travailler sur plusieurs radios, vraiment pas mal. Ouais. Et j'ai retrouvé des extraits vraiment sympas de certains de vos passages à l'antenne. On va les regarder ensemble. Madonna sur Fréquence 3, c'était Sorry. Bonjour tout le monde, bon réveil, 7h22, l'heure de souhaiter une bonne fête à Marcelin. Oui. Bonjour, j'aurais voulu parler à Marcelin, s'il vous plaît. C'est pas là, monsieur, il est décédé. Voilà. Fallait que ça arrive un jour, on l'avait dit, fallait que ça arrive un jour, voilà. Bon ben. Désolé madame, bonne journée quand même. Au revoir. Oh putain. Fallait que ça arrive. Hein. Paix à son âme. Avec grand plaisir. Dis donc, mais c'est un festival, cette émission de surprise. Je passe derrière vous. Allez-y, normalement ça devrait arriver. Voilà, la bête est là. Alors, on va peut-être c'est un petit lapin. C'est un petit lapin qu'on va installer tranquillement. Peur. Ouais. Je vous cache pas. Non, vous inquiétez pas. Même du lapin. C'est quoi? C'est un petit lapin. Ah, ça va. C'est mignon. Ah, c'est pas un petit, on me dit. C'est pas un petit lapin. Gros lapin. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes Edouard, est-ce que c'est possible de voir le lapin? Oui, ça va être possible de le voir, seulement il va me falloir un plan pour le poser parce que le porter à la main, il est quand même un petit peu encombrant. D'accord, vous savez quoi, je vais vous proposer, venez directement sur le plateau. On va aller sur le plateau. Adrien, comme ça on va le voir. On va voir, je vous fais de la place. Allez-y, venez. D'accord, donc allons-y, il a l'air plutôt costaud. Alors, c'est un lapin brun. Donc voilà, on est en train de le voir. Alors, est-ce qu'il va pouvoir sortir? Oui. Allez-y, mettez-le sur la table. Belle bête, hein. C'est pas le petit lapin de dessin animé. Waouh, ah oui. Ah oui, quand même. Waouh. Alors, du coup, quelle est la race du lapin que vous nous présentez? Alors, il s'agit d'un lapin de la race fauve de Bourgogne, donc une race française qui fait partie d'un petit panel d'une 60aine de races qui sont connues dans notre pays. Voilà, donc une lapine de race fauve de Bourgogne. Il y en a à peu près une 50aine sur l'exposition qui est un petit peu plus loin. Je vais enlever mon masque. On peut le toucher. Quelle est la spécificité de cette race de lapin? J'ai entendu dire que la même race avait gagné un concours l'année précédente. Alors, effectivement, donc c'est une race qui est classée parmi les races moyennes. Il y a plusieurs types de races en fonction des proportions de poids de celle-ci. Donc, lapin de race moyenne. La principale caractéristique, donc, c'est déjà une taille assez admirable. On va dire, il fait entre grosso modo 4,5 kg à 5 kg. Donc c'est quand même un lapin qui est assez imposant, qui est assez râblé, donc il est quand même très, très charnu, malgré son apparence comme ça, toute soyeuse, avec un très beau poil, et cette couleur fauve uniforme qui fait tout son charme à la race, qui fait que c'est un lapin qui a une certaine popularité, y compris dans un public d'éleveurs qui ne participent pas aux expositions. Quant au fait que l'un d'eux a été primé, effectivement, tous les ans au Salon de l'Agriculture est décerné un prix qui est donné à l'animal le plus beau de l'exposition. Il a été donné cette année à un lapin de cette race-là, donc fauve de Bourgogne, qui a obtenu donc la plus haute récompense, qui est le prix du président de la République, matérialisé par un vase de Sèvres, donc une porcelaine de Sèvres bleu foncé qu'on connaît tous, et qui est décerné donc à ce meilleur animal. Et on peut le voir un petit peu plus loin, ce fauve de Bourgogne qui a obtenu le prix maximal. Voilà. Et celui-ci est d'exactement la même race. Voilà. Et donc c'est un lapin de compagnie, c'est quel genre de lapin? Alors, c'est un lapin qui, à la base, était plutôt un lapin d'utilité. Son sélectionneur, Monsieur Renard, qui habitait la Selle-Saint-Cyr dans l'Yonne, donc en Bourgogne, voulait sélectionner des lapins de chair, les plus rentables possibles, et il a sélectionné parmi eux ceux qui avaient cette couleur fauve, intense, enfin les plus colorés en tout cas. Ils n'étaient pas aussi foncés à l'époque, ça on le sait. La sélection date d'avant la guerre de 14. L'homologation de la race, c'est-à-dire la reconnaissance officielle, remonte à 1914.
Et une première grande description a été faite dans une revue d'agriculture qui s'appelait la revue L'Acclimatation en 1919. Donc c'est quand même pas une race qui est d'hier. Voilà. Et c'est aujourd'hui la race de lapin sans doute la plus répandue en France pour ses caractéristiques de production, de beauté de pelage, etc. Et comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de personnes dans les campagnes détiennent cette race-là quand ils veulent un lapin de race et joindre un petit peu l'utile à l'agréable. Mais on peut tout à fait l'avoir comme animal de compagnie en sachant malgré tout que ça reste un lapin assez important et qu'il a quand même besoin d'un espace vital un peu plus important, un peu plus élevé que celui des lapins nains. Alexis Thiebaud en animal de compagnie. Ouais, franchement, j'aime bien. Je trouve qu'il est hyper doux et il a l'air assez calme. Je sais pas si c'est calme comme ça au quotidien, tout le temps ou. Alors, il faut dire qu'il y a comme une ambiance salon qui fait que les animaux sont un petit peu abasourdis, surtout en fin de salon. Ce sont des animaux qui sont régulièrement manipulés, puisqu'à des fins d'exposition, il faut pouvoir les juger, les attraper, les manipuler dans tous les sens. Donc, ils sont quand même habitués à la main de l'homme. Maintenant, ce sont des animaux qui sont quand même relativement calmes, et on va dire que l'animal, plus il est gros, plus il est lourd, plus il est, on va dire, tendre et malléable. Voilà, au contraire d'un animal de proportion un peu plus amoindrie, qui serait peut-être un peu plus nerveux. Mais ça reste un animal qui est naturellement calme. Cet animal-là ne m'appartient pas, il me connaît que depuis, on va dire, 5 grosses minutes. Voilà, il n'est pas plus farouche que... Je me demandais, est-ce qu'on peut établir, si on a un animal de compagnie, est-ce qu'on peut établir une sorte de relation comme on peut l'avoir avec un chien ou un chat qui vient nous faire des câlins, etc. Alors de la même façon qu'on dresserait n'importe quel type d'animal, vous pouvez les dresser avec de la nourriture, c'est-à-dire qu'en apprentissage d'essai-erreur, vous manipulez l'animal, vous lui donnez une récompense de type friandise, foin, etc. Et peu à peu, il va associer l'homme, enfin en tout cas la main qu'il nourrit, à un bienfaiteur. Donc on peut parfaitement habituer un lapin à la présence de l'homme et puis à le familiariser. Ça peut répondre à son nom. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a pas tout à fait les mêmes sens que nous. Alors ça entend extrêmement bien, ça voit plus large que nous, mais ça voit mal un lapin. Donc il va plutôt associer des sons ou en tout cas des sensations avec ses moustaches et les odeurs plutôt qu'avec sa vue. Voilà. Parfait. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir présenté cette très belle bête et on va lui souhaiter une bonne fin de salon et puis on va tranquillement la laisser. On le remet dans son lit. Retourner dans sa boîte. Alexis, je vous propose de venir vous rasseoir une fois que je sens qu'il y a une nouvelle vocation qui est en train de naître là. Ah ouais. Ah, mais j'adore. C'est très bon aussi. Hein. Ah bah oui. C'est une question qu'on m'a posée en régie. Est-ce que ça se mange? C'était, comme je disais tout à l'heure, c'était le but initial de la race. C'était une production de chair. Voilà, c'est ça qu'on cherche, ces animaux-là, à la base. Voilà. En sachant que les animaux qui sont au salon sont présentés pour l'exposition. Bien sûr. La probabilité qu'ils soient achetés pour être mangés est quand même très faible. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci de ce très bel animal. Je sens qu'il vous a plu. Ah, j'adore. Je crois que je suis tombé amoureux là. Je suis tombé amoureux là. Alexis, voilà, vous inquiétez pas, de toute façon vous pourrez le voir toute la journée au salon, donc on va parfait, on ira prendre un petit café. Alexis, avant de parler de votre métier d'influenceur food et du pari d'Alexis, votre compte sur les réseaux, revenons sur votre carrière à la radio. Vous l'avez commencé très tôt, car peu le savent, mais vous avez fait partie de la première radio sur internet de l'histoire française, Fréquence 3, lancée en 2001. Comment vous vous êtes retrouvé dans cette aventure? Très simplement, c'était les débuts de... Enfin, c'était les débuts... J'ai l'impression d'être très très vieux quand je dis ça, mais c'était les prémices d'Internet. Enfin, c'était les premières années, notamment des radios sur Internet. Donc, j'ai tout simplement envoyé un message à l'époque sur MSN. Ça nous rajeunit pas tout ça. J'ai connu aussi. Donc, vous avez connu aussi. J'ai connu. J'ai envoyé un whiz. D'accord, je vois. Et voilà, au patron de cette radio qui m'a ensuite proposé de venir. C'était sous les toits de l'UFM. C'était un studio de briques et de broc. C'était vraiment. C'était à Paris. Très artisanal. C'était à Paris, ouais, exactement. Et puis voilà, ça a été le début de mon histoire d'amour avec la radio. C'est une fierté d'avoir une place dans l'histoire de la radio comme ça ou pas? Oh, j'ai pas une place dans l'histoire de la radio. Bah, quand même. Un peu. Non, pas du tout. Non, par contre, oui, effectivement, j'ai l'impression d'avoir été j'ai l'impression d'avoir été présent à une époque un petit peu d'initiateur, un petit peu comme on entendait parler les animateurs des radios libres dans les années 80. Ce début de la libération des ondes de la radio, et pareil sur Internet, c'était les tout débuts de la radio sur Internet avec une liberté énorme, on faisait n'importe quoi. Franchement, j'ai très peur de ce que vous allez montrer dans un instant d'ailleurs. Mais voilà, c'est plus cet esprit de liberté auquel je suis fier d'avoir participé. Et donc justement sur Fréquence 3, c'est là que vous faites vos armes et vous aviez un rôle très précis dans cette radio et vous l'expliquez sur cette vidéo qu'on va regarder avec du son, je l'espère. Madonna sur Fréquence 3, c'était Sorry. Bonjour tout le monde, bon réveil, 7h22. Alors normalement, c'est celle-là. Alexis, animateur et coordinateur d'antenne de Fréquence 3 et surtout énorme sexe.
C'est pas mal, c'est sur internet aussi. Vous êtes sérieux là? Mais franchement. Je vous jure, c'est sur internet. Hein. Oui, je sais bien. Ça se mais trouve. Bon, voilà. Bon, Ça on se trouve. enchaîne. Oui, bien sûr. C'est quand même voilà. J'étais jeune, j'étais oui, con. non, mais vous faites des blagues. On l'a tous eu, voilà. Oui, bien C'était sûr. des moments d'égarement et c'était il y a très longtemps. On le remarque physiquement. J'ai beaucoup changé. Non, mais même en dehors de ça, c'était voilà, comme vous disiez il y a longtemps. Et puis, c'est des blagues et vous en Ouais, faites c'est des blagues, ouais. souvent et vous faites surtout les matinales sur Fréquence 3. Ça s'appelle le Wake Up. Et là, normalement. Madonna sur Fréquence 3, c'était Sorry. Bonjour tout le monde, bon réveil, 7h22, l'heure de souhaiter une bonne fête à Marcelin. Oui. Bonjour, j'aurais voulu parler à Marcelin, s'il vous plaît. Il n'est pas là, monsieur, il est décédé. Voilà. Fallait que ça arrive un jour, on l'avait dit, fallait que ça arrive un jour, voilà. Bon ben. Désolé madame, bonne journée quand même, au revoir. Oh putain. Ah, fallait que ça arrive. Paix à son âme. Il y a... Alors ça peut vraiment arriver à tout le monde après. Hein. Oui, bien sûr. C'était il y a 15 ans. Ouais, c'était un bon moment. Mais effectivement, là, on voit le studio dans lequel j'étais. Hein, c'était artisanal. Hein, c'était vraiment, c'était bénévole. Je me levais tous les matins à 5 heures. Pour le plaisir. Pour le plaisir de la radio, exactement. Et voilà, franchement, ça me rajeunit pas du tout. Mais c'était des bons moments, ouais. C'est des bons souvenirs de toute façon. Très voilà, bons souvenirs, et puis, ouais, absolument. Et puis c'est des souvenirs qui restent parce que ça se retrouve même des années après. Ouais, Et franchement, félicitations parce que vous avez réussi à repartir après ça. Et c'était quand même, il fallait quand même réussir parce que voilà, j'ai coupé la vidéo, mais durant un moment, le fou rire était dur. Oui. Mais non, mais bon, voilà, un fou rire, ça se contrôle Bien pas sûr. et ça arrive. Et souvent, les fous rires arrivent dans les moments les plus tragiques, en fait. Hein. Bien sûr, bah oui. C'est toujours. ça le problème, c'est que voilà, c'est un emballement intellectuel qui fait que on commence à se marrer sur des trucs un peu tristes. Là, en l'occurrence, le monsieur était décédé et voilà, c'était pas le moment de rire. Et Non, ben, c'est pour ça que il j'ai était ri. tôt le matin, la fatigue qui rentre en compte. Au final, Alexis, vous retenez quoi de votre aventure à Fréquence 3? Bah, énormément de liberté. Je crois que c'est une expérience où une liberté que je n'ai jamais retrouvée ensuite dans ma vie professionnelle. Mais comme souvent, les premiers métiers qu'on fait, on trouve des libertés, puis ensuite, bah, il y a les responsabilités qui arrivent. On arrive sur des plus gros médias où on peut plus dire tout et n'importe quoi. Enfin, je veux dire, là vraiment, on disait tout ce qui nous passait par la tête. Hein. Peut-être c'est ça qui trop. était génial aussi. Ouais, c'était. Il faut juste pas le retrouver aujourd'hui. C'est ça. Je vais aller nettoyer tout ça juste après l'émission. Mais parce qu'après, on le précise, c'était 100% bénévole. C'était. Ouais, 100% bénévole. On faisait ça vraiment par amour de la radio et puis bah parce que on était une petite équipe, on s'adorait tous. Enfin voilà, c'était un moment un peu suspendu, une époque un peu suspendue. Et donc je vous demande rapidement, vous enchaînez ensuite comme animateur dans plusieurs radios comme It West, puis plus gros comme Sud Radio, Europe 1 ou France Bleu. C'était souvent en matinale, justement. Est-ce que vous aimiez bien ce rythme? Pas du tout. Non. Pourquoi l'avoir fait autant? Parce que la matinale, en fait, c'est le prime time de la radio. C'est là où il y a le plus de gens qui écoutent. C'est le matin. C'est un petit peu comme en télé. Si on vous dit, bah, vous présentez l'émission à 21h, bah là, c'est la même chose pour la radio. C'est le 6-9, c'est vraiment le créneau, le créneau roi en fait en radio. Et donc professionnellement, c'est quelque chose d'assez assez enthousiasmant. Après, physiquement. Le réveil à 4 heures, le coucher à 20 heures, c'est quelque chose de très difficile. Est-ce qu'on s'habitue au final? Est-ce qu'il y a un rythme qu'on prend ou jamais? Je pense qu'on s'habitue parce que je connais des gens qui font ça depuis 15 ans, 20 ans et voilà, qui ont pris le rythme, voilà. Mais je pense que le corps n'est pas fait pour ça. Le corps n'est pas fait pour se réveiller à 4 heures du matin. Je pense d'ailleurs, j'ai toujours eu énormément de respect pour les gens qui travaillaient de nuit et encore plus après avoir fait des matinales parce que c'est voilà, c'est un rythme qui abîme beaucoup le corps et qui vieillit beaucoup le corps. Et mais voilà, après c'est plus aussi socialement. Oui, c'est pour ça aussi que vous avez commencé à petit vous éloigner justement de la radio et donner votre avis sur des restaurants parisiens. Exactement. Aujourd'hui, vous en avez fait votre métier et ça marche très bien. Dans un instant, vous me direz s'il y a une recette magique pour devenir influenceur et que j'arrête de stagner parce que moi je suis à 576 influenceurs et non, abonnés plutôt sur Instagram et juste avant, je vais vous emmener vous balader si ça avec vous va. plaisir. Alexis Thiebaud. On y va, on part rejoindre Dimitri Hainaut. En fait, je vous explique, on a deux journalistes qui parcourent depuis ce matin les allées de ce 59e Salon de l'Agriculture et ils vous font sortir, vous et nos spectateurs aussi, sur la page Facebook d'Emerger. Et justement, Dimitri et Flavien, comment se passe l'exploration? Elle se passe plutôt très bien. Raphaël, on l'a vu, notre plateau tout neuf, il est tout beau, il est magnifique, avec des petits boutons que vous avez sur votre bureau et que vous avez devant aussi. Bah, je suis jaloux, du coup je suis allé voir les vrais.
il me manquait les moutons. Là, je suis parti trop loin du plateau trop longtemps. Du coup, j'avais besoin de voir des animaux. Nous sommes au pavillon 4, juste à côté de vous, pour observer ces animaux de la ferme pédagogique qui sont là pour pouvoir un peu adapter la vie des animaux et puis les habituer à la présence des enfants et inversement, les enfants qui vont pouvoir découvrir ces animaux qu'ils n'ont pas l'habitude de voir à Paris. Donc on peut voir, il y a de la petite biquette, du petit mouton. Sur la gauche, on a un petit âne, même deux, et juste derrière, deux petites vachettes. Donc on est très très bien et on peut, alors évidemment on ne le nourrit pas, on ne fait pas de bêtises avec eux, ce sont des animaux, on les nourrit pas, on leur jette pas de bière dessus, je pense qu'il y a des abrutis qui sont capables de le faire, donc je préfère prévenir, on fait attention, ce sont des animaux. Et du coup, coucou toi, comment la biquette est arrivée dans l'enclos des moutons? Dimitri, qu'est-ce que tu fais là toi? Je vais vous laisser avec vos amis les biquettes et on va revenir parce que nous sur le plateau on en a aussi. Alors, il faut juste, voilà, qu'on le montre, regardez, je vais le montrer. Notre invité Alexis Thiebaud en a aussi. Alors, tout simplement, regardez, voilà, regardez. C'est juste là-bas, la caméra est en face. Vous l'aimez bien. Ils sont sympas, ces petits moutons, et les gros qui sont devant aussi. Hein. Ouais. Gros budget, hein, je vois. Il faudra montrer avec les caméras. Oui, on a beaucoup investi. Ouais. Alexis, vous êtes donc influenceur food. C'est la dernière partie de notre interview, de notre entretien. Vous faites découvrir chaque jour des restaurants sur votre compte Instagram et sur TikTok. Notamment. Votre nom, c'est le Paris d'Alexis. Et dans des vidéos courtes, j'ai même participé 2 secondes à l'une d'entre elles et ça a explosé. Il y a eu énormément de retours. Un raz-de-marée. Voilà. Plus sérieusement, ces vidéos, elles ressemblent à ça et vous montrez ça sur vos vidéos. Un resto gastronomique à 40 € avec entrée, plat et dessert. Ça se passe chez Mordu et c'est clairement mon coup de cœur de l'année. Bon, déjà le cadre est magnifique, chic et élégant. Et ce menu déjeuner à 40 € est incroyable. Les plats changent chaque jour. Ce jour-là, en entrée, c'était betterave vinaigrée, céleri cru et cuit et saté. En plat, une lotte nacrée, lait de coco, brocoli, pickles de mandarine et kaffir au réfort. Et enfin le dessert, une madeleine moelleuse, passion et glace tonka. Première question. Quand est-ce que vous avez eu envie de faire autre chose que du journalisme et pourquoi? En fait, pour moi, c'est pas vraiment autre chose que du journalisme, parce que je retrouve justement, enfin moi j'ai l'impression de faire le même métier en fait. J'ai juste arrêté la radio. En fait, j'ai lancé ce concept sur la dernière année, ma dernière année de matinale à France Bleu, et ça a pris de plus en plus d'ampleur et j'ai eu envie en fait de me consacrer à fond à ce projet. Donc j'ai raccroché mon micro sur France Bleu en 2019 pour me consacrer à fond à ce compte-là. Et voilà, j'ai mis 3 ans avant de pouvoir en vivre. Aujourd'hui, j'en vis. Et j'ai l'impression quand même de continuer à faire du journalisme puisque je travaille de la même façon. Je vais dans des restaurants ou dans des lieux. Je tourne, mais enfin je fais des images et ensuite j'écris mon sujet. Ensuite je fais mon montage. Je fais ma voix off. J'ai l'impression d'être un petit peu comme un journaliste de télé qui fait ses sujets. Food en fait. Voilà, exactement. C'est totalement ça. Mais justement, d'où vous vient? Pourquoi les restaurants? Est-ce que vous êtes un passionné des restos, un passionné de nourriture ou pas forcément non plus? Alors, j'aime bien manger et j'aime bien aller au restaurant. Enfin, j'aimais bien manger, j'aimais bien aller au restaurant, mais c'était pas une passion incroyable. Mais il se trouve qu'un jour, j'ai posté un de mes repas et j'ai senti qu'il y avait une attente des Parisiens autour de la recommandation de bonnes adresses. Et du coup, je me suis un peu pris au jeu. Et en fait, petit à petit, j'ai découvert un univers qui m'a passionné et je suis tombé amoureux en fait de la gastronomie vraiment à ce moment-là. Et je pense que la gastronomie est tombée amoureux de vous et vos abonnés aussi, parce que vous avez quand même 180 000 personnes qui vous suivent au quotidien. Est-ce que ça met la pression d'avoir autant de gens qui vous suivent ou vous en rendez pas compte? La pression, elle est plus dans le sens où il faut que je publie une vidéo par jour, par exemple, parce que en fait, on est un petit peu comment dire, on doit suivre un peu les desiderata des algorithmes d'Instagram, de TikTok, etc. Donc on n'a pas trop le droit de se reposer. Par exemple, les vacances, c'est quelque chose d'assez assez flou pour moi, puisque voilà, même en vacances. Tous les jours, en tout cas tous les jours, je dois publier une vidéo. Donc voilà, parfois ça m'arrive de pas publier pendant une journée, mais voilà, je peux pas me reposer une semaine, me dire cette semaine je publie rien, sinon c'est cata ensuite pour la suite. Donc voilà, c'est plus en ça. Mais moi, j'ai pas vraiment l'impression de travailler. Enfin, je vais au restaurant tous les jours, je découvre des gens incroyables. Il n'y a pas que des restaurants, je vais aussi à la découverte de producteurs, de régions françaises. J'ai pas l'impression de travailler, j'ai l'impression de kiffer et de filmer ce que je fais et d'être payé pour ça. Et justement, comment vous êtes payé? Comment ça se passe? Est-ce que c'est les restaurants que vous
Alors vous en faites fait, la promotion. moi je compare souvent mon compte à un magazine, un journal de gastronomie dans lequel il y a, par exemple il y a plein de magazines de gastronomie en France. Vous avez 80% d'articles rédactionnels faits par des journalistes, puis vous avez 20% de pubs. Et ben moi en fait c'est un peu pareil, sauf que c'est moi qui fais tout. Je fais les 80% de contenu non rémunéré, et puis il y a 20% de contenus qui sont rémunérés. Donc ça va être des grosses marques de l'agroalimentaire, ça va être des institutionnels, sachant que je suis extrêmement méticuleux sur les collaborations que je fais, et je suis très à cheval sur les valeurs que les entreprises avec lesquelles je travaille partagent en commun avec moi, c'est-à-dire le bien manger, les bons produits, la qualité. Vous me verrez jamais faire de la pub pour McDo ou des choses dont vous êtes pas, avec lesquelles vous n'êtes pas en accord. Ouais, exactement. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est les bons produits du terroir, pas forcément que du terroir français, mais en tout cas voilà, la qualité et les bons produits, c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis à cheval. Rapidement, si vous aviez 3 conseils à donner à une personne qui veut se lancer dans justement cette influence, ce journalisme food, ce serait lesquels? 3 mots. Alors déjà, ne pas le faire pour l'argent ni pour manger gratuit au restaurant. Il y a énormément de comptes qui se sont créés ces derniers mois, ces dernières années, de gens qui sont plus intéressés par le fait de pouvoir aller au resto gratos que réellement par l'histoire, voilà. Faut être passionné, faut être soi-même, faut pas chercher à copier. Et puis il faut être, c'est un peu, j'ai pas du tout envie de manquer de modestie, mais bon, faut avoir une sorte de talent pour ça, enfin de savoir-faire, de savoir raconter des histoires, de pas être, d'avoir des idées, d'être créatif, on va dire. D'être créatif, parfait. Et j'ai une toute dernière question, Alexis. On va remettre une photo qu'on avait vue tout à l'heure. C'est vraiment pas sympa ça. Hein. Non, parce que c'est plutôt un moment mignon. Le Alexis d'aujourd'hui, il dirait quoi au Alexis plus jeune de la photo? Franchement, c'est marrant parce que je me pose souvent cette question. Je dirais, bravo. Enfin, en tout cas, t'as réalisé ton rêve de radio, puisque moi, quand j'étais petit, à 14 ans, mon rêve c'était de présenter une matinale en radio, ce que j'ai fait à plusieurs reprises sur différentes radios. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, continue à kiffer et voilà, continue à prendre du plaisir comme tu le fais. En tout cas. C'est plutôt pas mal ce que tu as fait. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Alexis Thiebaud. Merci à vous pour l'invitation. C'est déjà la fin de ce premier épisode d'À Travers Champs. Merci, vraiment un sincère merci d'avoir été avec nous, Alexis Thiebaud. On vous retrouve sur vos pages Instagram et TikTok. C'est écrit simplement Le Pari d'Alexis. Chez vous, allez vous abonner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexis. Merci également à Delphine Gay d'avoir été mon invité mystère en début d'émission. Et merci à Mathilde Coulière, Flore Noah, Adrien Hardy, Axel Rebaud, Dimitri Hainaut et Flavien Bonneau de m'avoir accompagné. Je remercie également les équipes en régie et Benjamin Poulain qui chaperonne toute l'émission en coulisses et qui est aussi dans mon oreillette que vous voyez pas forcément. Vous continuez à vous amuser, allez-y. À Travers Champs revient demain en direct dès 10h30 pour un nouvel épisode où ce seront la région PACA et le Grand Est qui seront mis à l'honneur. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès 10h demain matin pour Zone Paul. C'est Stanislas Rigaud, porte-parole de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, qui répondra aux questions sans concession de notre rédaction. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir été avec nous et je vous dis à demain.